Donc, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous êtes. J'espère que vous avez passé une bonne journée pour d'autres et une bonne nuit pour certains. Donc, moi, je suis Sina Toussaka. Peut-être qu'on peut déjà commencer par vous présenter le projet du festival avant de vous introduire cette belle conversation. Donc, je suis Sina Toussaka. N'importe quoi, je ne sais plus épeler mon nom. Donc, je suis Sinatou Saka, je suis cofondatrice donc, du festival, du tout premier festival francophone du podcast africain. Notre but, c'est de créer une certaine émulation autour du podcast sur le continent. Et pour démarrer en quelque sorte ce festival, nous avons eu à faire une phase de formation avec 10 podcasteurs émergents ou confirmés pendant une semaine, il y a quelques jours. C'était une très, très belle phase. Il y a certains d'ailleurs qui ont participé, qui sont présents parmi nous. Et puis pour poursuivre cette belle lancée, donc on lance aujourd'hui officiellement les conversations du festival. L'idée, c'est que pendant 1 heure, à peu près 1h30 maximum, on échange avec un podcasteur ou une podcasteuse d'Afrique francophone pour essayer de mieux comprendre son travail, mieux comprendre aussi ses difficultés et puis surtout, écouter son podcast parce que c'est important, c'est avant tout aussi une pratique d'écoute. Donc, on va écouter un petit extrait en introduction. Donc, il y aura une série de 4 conversations. Vous allez en savoir un peu plus au fur et à mesure des semaines qui arrivent sur nos réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui ne nous suivent pas, allez nous suivre pour ne pas rater les prochaines conversations. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise aussi d'autre? Après, il y aura une grosse journée du festival qui aura lieu probablement en novembre, mais je n'en dis pas plus. On vous en dira au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Et donc, bienvenue Jessica à cette première conversation. Merci d'introduire ces conversations. C'est une grande joie. Comme tu vois, il y a de l'engouement autour de ta personne. Donc, pour te présenter rapidement, tu es podcasteuse ivoirienne. Tu as créé un podcast qui s'appelle Conversation privée, qui fait beaucoup de bruit quand même. On commence à bien te connaître dans l'écosystème du podcast sur le continent. Donc, c'est avec plaisir que nous t'accueillons aujourd'hui pour parler de ton travail. Donc, sois la bienvenue à nouveau et merci d'avance pour ta générosité, la générosité dont tu vas faire preuve aujourd'hui. Alors, je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'écouter un petit extrait choisi avec soin par Jessica avant d'en parler. Donc, Foumi, je te laisse lancer le petit extrait. Ça arrive. Alors, pour l'instant, on n'entend rien. Ils se confient sur les coulisses de leur parcours. Ah, on est en accéléré là. Ouais, on n'entend pas très bien. Salut, c'est Jessica et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation privée. Conversation privée, c'est l'émission pour apprendre des expériences des autres. 2 fois par mois, depuis Abidjan, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours et racontent l'envers du décor de leur métier et de leur vie. Pour ce tout premier épisode, je reçois Moulay Tabouré, qui est le CEO et le cofondateur de la plateforme Africrea. Africrea.com, c'est la plus grande marketplace de produits inspirés par l'Afrique. Alors en général, quand Moulay intervient dans les médias, c'est souvent pour parler d'Africrea, mais très rarement de lui. C'est pour cette raison que dans cette conversation, j'avais envie d'aborder avec Moulay sa vie avant Africrea et de vous faire découvrir son parcours. Dans la On n'entend plus rien. première partie de cet épisode, Je crois que c'est un souci de connexion. On est d'accord.
Non. C'est quoi? Il n'y a pas fait. N'hésitez pas à couper vos micros. Et on peut commencer Oui, si ça bug. alors moi, ce que je propose, c'est que Foumi arrête de partager ton écran. Je vais essayer de mon côté, étant donné que j'ai une meilleure connexion. N'hésitez pas à couper vos micros. Dans le bac, Prêt, parfait. Donc, je vais partager son mon rapport écran. à la notion de liberté. Ah oui. Hop. Vous me dites si vous entendez. Hop. Alors, partager. Vous entendez? Salut, c'est Jessica et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation privée. Conversation privée, c'est l'émission pour apprendre des expériences des autres. 2 fois par mois, depuis Abidjan, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours et racontent l'envers du décor de leur métier et de leur vie. Pour ce tout premier épisode, je reçois Moulay Tabouré, qui est le CEO et le cofondateur de la plateforme Africrea. Africrea.com, c'est la plus grande marketplace de produits inspirés par l'Afrique. Alors en général, quand Moulay intervient dans les médias, c'est souvent pour parler d'Africrea, mais très rarement de lui. C'est pour cette raison que dans cette conversation, j'avais envie d'aborder avec Moulay sa vie avant Africrea et de vous faire découvrir son parcours. Dans la première partie de cet épisode, Moulay nous raconte ses années avant le bac, son rapport à la notion de liberté et son premier licenciement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la première partie de cette conversation privée. Bonjour Moulay. Bonjour Jess. Bienvenue sur Conversation privée. Merci, merci. Ça va, très bien. Très On bien. est là. On est là. Ok. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Moulay. On va s'arrêter là pour l'instant et on va réécouter un autre extrait tout à l'heure. Arrêtez le partage, parfait. Est-ce que vous avez bien entendu? Je ne sais pas, de mon côté, ça c'était un peu haché. Vous avez bien entendu? Oui, ça. Ok, De mon côté, parfait. c'était bon. Ok, parfait. Écoute, la première question que j'ai à te poser, Jessica, c'est pourquoi avoir choisi un podcast conversationnel? Est-ce que tu avais l'habitude d'écouter des podcasts conversationnels? Qu'est-ce qui t'a inspiré d'abord, avant de parler du sujet, évidemment, qu'est-ce qui t'a inspiré ce format-là? En fait, je savais que quand on a commencé le projet du podcast, parce que je dis on, parce qu'on devait être 3 personnes à faire ce podcast avec un invité. Donc, ça devait vraiment être un peu comme une table ronde avec plusieurs personnes. Et on savait dès le départ qu'on voulait faire un podcast conversationnel. Et ce qui a vraiment encouragé quand je me suis retrouvée seule sur le projet, c'est que j'écoutais énormément de podcasts comme, peut-être que vous connaissez la leçon, le gratin qui continue encore, qui s'appelle maintenant le podcast de Pauline Legnaud. Et en fait, je trouvais ces podcasts géniaux, mais en même temps, je trouvais ça un peu frustrant parce que quand elle donnait certains conseils, je me suis dit, mais je ne vais pas appliquer ça avec mon boss ou ma boss en Côte d'Ivoire. Enfin, ça n'a aucun sens. Je ne pourrais pas me permettre. Ce n'est pas le même rapport à la hiérarchie. C'est pas, culturellement même, il y a beaucoup trop de différences. Et donc, je trouvais que ce serait pas mal parce que d'avoir un podcast qui ressemble. Alors, je ne veux pas dire qu'il y aurait un similaire à celui de Pauline parce que c'est pas du tout, c'est pas exactement la même chose, mais j'avais envie d'avoir un podcast qui allait résonner, en tout cas avec peut-être mon expérience, mon vécu, et je me suis dit, si moi j'en ai besoin, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui trouveraient ça intéressant. Donc c'était vraiment parce que c'était le format que j'écoutais énormément quand j'ai commencé à écouter le podcast. Donc je pense que ça m'a un peu influencée. Ah, je crois qu'on t'a perdu, Sinatou. Tu m'entends? Ah, super, oui, super. Désolée, j'ai Ah. Sandrine, est-ce que tu peux... Voilà, parfait. Très bien, c'est hyper intéressant justement parce qu'on commence à voir tes inspirations. C'est vrai que moi, je connais bien Gratin, c'est vrai que c'est un super podcast.
Alors, revenons un peu en arrière. Mhm. Pour faire un podcast, il faut des compétences. Évidemment, quel est ton parcours à toi? Est-ce que tu as des compétences ou tu avais des compétences similaires à la production éditoriale? Est-ce que c'est lié à ton parcours ou pas du tout? Ou tu viens d'un domaine qui n'a rien à voir avec de la production éditoriale? Mhm. C'est marrant parce qu'en fait, on pense souvent que je suis journaliste parce que j'ai travaillé pendant 5 ans dans les médias, même un peu plus en réalité. Et je pense qu'en fait, j'ai été influencée par ces expériences-là. Ma toute première expérience, en fait, en tant que... Alors, avec le format de l'interview, j'étais pigiste en fait quand j'étais étudiante et je faisais pas mal d'interviews en fait tous les mois et je me suis prêtée à faire quelques interviews. Enfin, j'en faisais assez régulièrement, mais c'est pas forcément quelque chose que j'aimais, mais vraiment pas. Enfin, parce que je suis quelqu'un, ça se voit pas ou ça s'entend peut-être pas, mais je suis très timide, très introvertie Ça ne et donc s'entend pas. ah ben écoute, pourtant, si, hein, je me soigne, mais je le suis vraiment. Et c'est pour ça que j'aimais pas ça, mais en même temps, j'adorais. Quand je rentrais dans l'échange, je commençais à me prendre au jeu et c'est quelque chose que j'adorais. Et puis au final, oui, je suis passée chez elle et elle, effectivement, ça m'est arrivé de faire quelques interviews ci et là pour remplacer une journaliste. Mais ce n'était pas forcément quelque chose que je pratiquais, mais je voyais au quotidien aussi, parce que je travaillais dans une radio. Je travaillais peut-être pas à la radio directement, mais c'était une radio qui s'appelait Vibe Radio, qui était au sein du groupe Lagardère et qui a évolué pendant 3 4 ans à Abidjan avant de devenir récemment Life Radio. Et je pense que j'ai peut-être été influencée aussi de voir des enregistrements, des interviews, de voir des montages d'émissions. Oui, je pense que quand on baigne là-dedans, à un moment, oui, on est contaminé dans le bon sens par son environnement. Qu'est-ce que le format podcast t'offre en fait? Ce que j'aime bien, alors, ce qui est marrant, c'est que, enfin, à la même période, la personne qui m'a initiée au podcast, elle s'appelle Corrédé Ojobela. Donc, c'était ma N+1 chez Lagardère. Et elle, c'était une fana de podcast parce qu'elle fait beaucoup de running. Et donc, ben, en fait, c'est hyper pratique d'avoir ses écouteurs et de courir en même temps. Et elle a commencé à me convertir petit à petit sur ce format-là. Et j'ai commencé moi-même à superposer. Par exemple, si je suis en train de travailler ou je suis en train de cuisiner ou en train de faire autre chose, ben, j'écoute un podcast. C'était un peu le moyen pour moi de gagner du temps. Donc, il y a ce côté où, en fait, on n'a pas toute son attention focalisée. Par exemple, quand tu es sur Netflix, tu as 100, enfin, si tu veux vraiment suivre, tu as 100% dedans. Alors que la radio, en général, podcast inclus, bah, ça te permet ce côté, bah, je peux faire autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un média on appelle ça le média de la mobilité, parce que justement, tu peux te déplacer, tu peux faire autre chose tout en écoutant le podcast. Donc, moi, c'était vraiment l'avantage que m'apportait le format que j'ai commencé à aimer. Après, côté production, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant, mais je peux en Non, parler. pas encore, pas encore. D'accord, ok. J'en dis pas plus alors. Non, n'en dis pas plus, parce que justement, on va mettre dans le cambouis. Le but, c'est de savoir derrière, dans les coulisses, comment tu produis ce podcast. Euh, Mhm. Déjà, est-ce que tu pourrais dire combien de temps ça te prend de produire un épisode? Parce que j'ai l'impression que parmi nous ici, là, il y a plein de gens qui souhaitent faire des podcasts et qui aimeraient avoir ce type d'infos très Mhm. concrètes. Combien de temps ça te prend de faire un épisode déjà? Un épisode. Bon, déjà avec le temps, j'ai commencé à passer moins de temps sur les épisodes. Ah, c'est Mais par normal. exemple, le premier épisode, là, on a écouté, c'est mon premier épisode avec Moulay. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'on sent que j'ai plus la même voix, c'est plus exactement la même chose, mais bon. Celui-ci, le premier épisode, j'ai mis, je pense, vraiment une trentaine d'heures. Ok. Le premier épisode. Ensuite, les autres épisodes, je suis maintenant autour de 8-9 heures par épisode. Entre la préparation, l'enregistrement, le montage. Et puis, j'inclus aussi dans la préparation de l'épisode tout le contenu qui va servir à le promouvoir. Alors, donc, quand tu Donc, dis préparation d'épisode, moi, j'aimerais bien savoir comment tu fonctionnes. Est-ce que tu écris tes questions? Est-ce que c'est vraiment juste voilà, de la conversation en mode, enfin, tu réponds, tu réagis en quelque sorte à ce que dit l'invité ou vraiment tout est écrit?
Et quelle est la part écrite et la part spontanée, en quelque sorte? Alors, en part d'écrit et part spontané, je vais dire c'est un 60-40. Et ça peut varier en fonction des épisodes. En réalité, presque tout est préparé. Et en fait, c'est de la préparation que vient l'improvisation. Parce qu'il y a quand même une partie d'improviser pour pas être sur un espèce de script où en fait, telle question, je passe à telle question et en fait, on passe à une conversation qui est mécanique, ça n'a aucun intérêt. Mais effectivement, plein de questions sont préparées à l'avance. Il y en a que je vais poser. Il y en a finalement, je vais me dire, bah, écoute, il n'y a pas d'intérêt ou la personne y a déjà répondu. Mais j'essaie de me détacher de ce... Je me détache des questions, mais je ne me détache pas du script, ou très rarement. C'est-à-dire que je sais qu'en première partie, par exemple, Moulay, par exemple, on peut se dire, on va parler de son parcours, ensuite on va parler de la notion de liberté, et puis on va parler aussi de son licenciement en troisième partie. Et donc, je sais que je vais le structurer comme ça, mais par contre, j'évite de m'attacher trop aux questions, parce que si je le sens qu'il y a un truc qui est hyper intéressant, que la personne a été peut-être plus bavarde, plus loquace à ce sujet, où je sens qu'il y a quelque chose à creuser, là, je vais en fait rentrer là-dedans et puis en fait arrêter de suivre toutes mes questions préécrites pour garder un côté spontané, parce que je pense que c'est ça qui fait que la conversation, elle est digeste, elle est agréable, parce que justement, ça ressemble au type de conversation qu'on pourrait avoir à la maison avec quelqu'un de super intéressant qu'on vient de rencontrer, quoi. Comment tu choisis tes invités, en fait? Est-ce que ça veut dire que tu as une liste d'invités déjà là et tu te dis, bon, il faut que j'ai cette personne, il faut que j'ai cette personne? Comment tu les choisis, tes invités? Alors, j'ai une dream list d'invités. Okay. J'ai déjà eu 2 ou 3 personnes de ma dream list. Maintenant, ça va se faire un peu au feeling. Je vais rencontrer quelqu'un et je trouve qu'il y a quelque chose à faire, ou j'ai entendu une intervention, je vais aller la voir. On va commencer à planifier une interview. Ou ça peut être des gens que je rencontre vraiment dans un cadre très personnel. Ça m'est arrivé de rencontrer un futur invité dans un mariage, par exemple. Et je l'ai talonné pendant 1 an et demi. Je lui ai envoyé des messages tous les 3 mois pour avoir une interview que je vais sûrement avoir bientôt. Donc, donc, en fait, oui, ça se passe un peu dans les 2 sens. C'est que j'ai des personnes, j'ai ma liste de personnes que je contacte. Il y en a, je vais me dire en cours de parcours que ça va être intéressant de les avoir. Et puis maintenant, je commence à avoir des entreprises qui viennent me voir, ou des agences qui viennent me voir. Bon, ça n'arrive pas non plus tous les jours, hein, mais ça peut arriver qu'on me propose un invité, et souvent, ça se passe très, très bien. Ok. Alors, désolée, c'est un peu détaillé, mais quelle est l'approche? C'est-à-dire, quand tu veux approcher un invité que tu ne connais pas, qui est quelqu'un justement, on va dire, pas d'inaccessible, mais tu vois, qui n'est pas dans ton réseau proche, comment tu arrives à le convaincre qu'il doit venir sur ton podcast? C'est une très bonne question. Et en plus, ça l'est encore plus quand on démarre le podcast. Désolée, j'entends un petit bruit de fond. Ange-Marie, est-ce que vous pouvez... Ah, c'est bon, non. C'est bon. Donc oui, ça peut... Alors, quand j'ai démarré, en général, je faisais énormément de recherches sur la personne que je voulais cibler. Et en fait, je scannais toutes ces interviews, toutes ces interventions médiatiques, et je disais, en fait, j'ai ça. Toi, tu n'as jamais abordé tel ou tel sujet, j'aimerais bien en parler avec toi. Et je pense que c'est ce qui les a attirés en premier. Après, il y en a aussi, Moulay, c'est un ami aussi, donc je pense aussi, je démarrais, il n'avait pas grand-chose à gagner à me donner une interview. Bon, maintenant, si, parce que ces interviews sont maintenant très écoutées, ça fait partie des meilleurs épisodes. Mais oui, je pense aussi que tu peux commencer déjà avec ton entourage, si tu fais un podcast où les personnes sont dans des situations bien précises. Et si c'est d'autres personnes que tu souhaites avoir, mais tu sais que ça va être compliqué dès le début, en fait, je pense qu'il faut les surprendre. Faut essayer de trouver des sujets dont ils ont peut-être envie de parler, mais dont ils parlent peu. Je pense aussi que Moulay, ce qui l'a séduit, c'est que je lui ai dit, en fait, on parle souvent de ta boîte, de la levée, mais en fait, il y a plein de choses dont tu me parles là. Je pense que ce serait intéressant que des gens qui veulent se renseigner sur Africrea, ce serait intéressant qu'elles sachent, parce que justement, il y a une vraie histoire finalement derrière, même s'il y en a déjà une, mais ce que je veux dire, c'est que
exemple, Moulay, quand il était dans les médias, il disait bon, on a levé X millions d'euros, on fait tant de chiffre d'affaires, voici ce qu'on va faire dans les années à venir et on aide les artisans. Mais par exemple, en coulisses, il m'explique que un de ses meilleurs amis, qui est aussi le cofondateur d'Africrea, et ben en fait, a perdu son père très tôt. Et c'est sa mère qui a fait énormément plein de petits jobs pour justement pouvoir nourrir, subvenir aux besoins de sa famille. Et on s'est rendu compte que dans les artisans, il y avait une majorité de femmes. Et lui, il s'est vraiment impliqué là-dedans parce qu'il s'est dit, ah, mais en fait, tu aides les femmes à gagner de l'argent et à être autonomes. Et ça, par exemple, c'est pas quelque chose qu'on aurait lu dans un média, disons, plus mainstream, hein, entre guillemets. C'est intéressant ce que tu dis, c'est en fait chercher la raison en quelque sorte officieuse derrière la création d'un projet. Il y a ce qu'on dit parce qu'on a un storytelling parfait et qu'on répète un peu à tout le monde. Et toi, ton travail, c'est vraiment d'aller chercher, oui, en profondeur, l'origine de la création de ce projet. Quand on fait un podcast de conversation, il y a la partie conversation, il y a la partie narration. Donc, la partie narration, c'est l'introduction. En tout cas, dans ton cas, il me semble que c'est l'introduction et la conclusion. Ça, tu le fais avant ou après l'enregistrement? Alors oui, il y a deux écoles. Moi, je le fais après. J'aime bien. Ah, on dit qu'on t'entend mal, Sinatou. Moi, est-ce que les autres, vous m'entendez bien? Enfin, Jessica, toi, tu m'entends? Moi, je t'entends très bien. Ok. Bah, dites-moi, les autres, Je vous si entends vous bien, avez... moi. Ah, ok, d'accord. Bon. Bien, mais un peu de loin. Bon, écoutez, je vais me rapprocher un peu plus. On t'entend de loin. Ah oui, c'est bizarre quand même. Bah, n'hésitez pas à le dire, mais Jessica, tu m'entends bien? Moi, je t'entends très bien. Ok, bon, écoutez, je vais me rapprocher un peu plus. Peut-être que c'est mon micro. Oui, donc tu parlais de la narration. Alors moi, je le fais après. J'aime bien avoir digéré l'épisode et écrire un résumé. Donc souvent, ça commence par pourquoi j'ai voulu inviter cette personne et puis ensuite, de quoi on va parler. Et j'essaie de finir par une note. J'arrive pas à le faire pour tous les épisodes, mais quand il y a quelque chose qui m'a particulièrement touchée et j'ai envie de le partager ou de le transmettre en disant il faut vraiment écouter cette partie, je le mentionne aussi. D'accord. Et est-ce que bon, ça aussi, ça dépend des gens, j'imagine, mais ça m'intéresse de savoir comment toi, tu fonctionnes. Est-ce que tu envoies tes questions en amont aux invités? Non, jamais. Pourquoi? J'envoie jamais les questions. On me l'a souvent demandé, mais c'est quelque chose que je refuse systématiquement. Ce que je fais, c'est plutôt envoyer les sujets, les thèmes. Il y a des invités, par exemple, je prends le cas de Gauze, il s'en fiche, il n'a pas envie d'avoir les questions parce que bon, lui, il a déjà fait plusieurs médias et je pense aussi que c'est la personnalité qui fait ça. Mais on a des invités qui sont très attachés aux questions et l'alternative, c'est de dire, bon, je vous envoie pas les questions, mais on va parler de tel sujet pour que ça reste spontané, toujours. Enfin, moi, je déconseillerais d'envoyer des questions. Vraiment, il faut réussir à convaincre l'invité. Et si cette personne, mais après ça n'engage que moi, c'est mon avis. Mais si cette personne, elle insiste pour avoir des questions et c'est un prérequis pour faire l'épisode, ne le faites pas en fait, parce que je pense qu'elle n'est pas prête. Ok. Quand on s'est vu à Abidjan la dernière fois, tu m'as expliqué que l'une des phases les plus, on va dire, c'est pas compliqué, mais les plus challengeantes, était la phase de montage et que tu envisageais de le confier un peu à d'autres pour la prochaine saison. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette phase, justement? Comment ça se passe? Parce qu'il y a plein de gens qui fonctionnent différemment. Moi, dans mes formations, je dis souvent aux gens qu'il faut tout scripter, enfin, dérocher l'interview, la scripter vraiment en texte et après essayer de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Comment toi, tu fonctionnes cette phase de montage? Alors, sur la phase de montage, en fait, c'est pas qu'elle est challengeante, mais elle est chronophage. Vraiment, enfin, si je pouvais faire autre chose, si je pouvais ne pas le faire, je ne le ferais pas. C'est d'ailleurs pourquoi je vais le sous-traiter, parce que tu passes énormément de temps à supprimer peut-être des tics de langage, des moments qui sont peut-être pas si importants que ça. Et pour l'instant, oui, c'est quelque chose que je trouvais très chronophage, long, qu'il a fallu apprendre aussi au début, mais bon, ça s'acquiert très vite. Mais oui, aujourd'hui, comment moi je fonctionne pour le montage? Je pense que si on veut aller vite pour le montage, il faut mettre un peu d'argent. Si on veut le faire gratuitement, on va y passer du temps.
Toi, tu fais Ce que comment? moi, j'utilise, j'ai payé un outil qui s'appelle, oh là là, je l'ai oublié. Euh, Est-ce que je peux chercher rapidement? Oui, bien sûr, il faut nous donner le nom de cet outil. Alors, je crois que c'est celui-là. Sinon, peut-être ce que je ferai, je t'enverrai la liste des Ok. outils que j'utilise. Mais je crois que ça s'appelle Descript, Ah oui, je connais bien. ou un outil similaire, en fait, qui permet, mais j'utilise Descript et un autre, en fait, tu prends l'audio et en fait, tu as un logiciel d'intelligence artificielle qui va te permettre de tout mettre par écrit. Ouais, Alors, ça ne va pas être un écrit parfait, mais toi, ça te permet de… En fait, tu lis beaucoup plus que tu n'écoutes. oui. Enfin, en tout cas, si tu as une lecture rapide, ça devrait aller très vite. Et ça te permet d'identifier les minutes où tu as besoin de supprimer des choses. Donc, moi, je gagne 1 ou 2 heures en faisant ça. Donc, j'utilise cet outil-là. Je fais mon premier montage où je vais enlever les moments qui ne me paraissent pas si importants. Je vais enlever aussi les E, les tics de langage. Et ensuite, je vais faire une deuxième écoute où là, je vais vraiment être dans une écoute plus active. C'est celle-là qui va me permettre d'écrire mon introduction. Et ensuite, je vais peut-être nettoyer encore le son, essayer d'avoir un son parfait, essayer d'enlever aussi encore quelques tics de langage qui m'ont peut-être échappé à la première écoute. Et ensuite, je passe à l'habillage. Alors, l'habillage, le montage, j'utilise Audacity, qui est un logiciel gratuit, open source, auquel tout le monde peut accéder, qui est très simple à utiliser. Et en plus, il y a plein de tutos sur YouTube pour utiliser Audacity. Et ensuite, je fais l'habillage sur GarageBand, qui est un logiciel qui est fourni avec Mac. Alors, l'habillage, qu'est-ce que c'est? C'est tout le son qu'on va avoir autour d'un épisode. C'est la petite musique d'intro, le générique, ça va être le générique de fermeture, ça va être tous ces éléments-là. Ça peut être également des sons qu'on va entendre. Il y a des podcasts documentaires, par exemple, où l'habillage sonore est beaucoup plus important qu'un podcast d'interview, par exemple. Donc, je vais passer à cette phase-là cette phase d'habillage. Et puis ensuite, on emballe et on publie. Ok, donc du coup, tu confirmes que effectivement, c'est bien d'avoir ton son scripté parce qu'il y a des choses qui échappent. Ça peut paraître un peu long, mais moi, je vous recommande vraiment de scripter vos interviews et de ne pas faire confiance uniquement à vos oreilles, Ouais. de faire aussi confiance à vos yeux parce que, enfin, moi, des fois même, j'imprime en fait. J'imprime ce que le Descript me sort là, le document Word ou en TXT. Et du coup, ça me permet de le voir. Après, ce n'est pas très bon pour l'environnement, hein, mais le fait de le voir, ça me permet de supprimer plus facilement des choses. J'aimerais bien qu'on parle de matériel. Avec quoi tu prends le son? Ah bah écoute, en plus j'ai mon matériel à côté, je crois. Je prends le son avec… Alors, c'est plutôt minimaliste hein, pour un podcasteur. J'ai un Zoom H6. En fait, un Zoom H6, c'est vraiment une mini station de radio où on peut brancher les écouteurs, on peut brancher aussi les micros, surtout les micros, et on peut enregistrer. Moi, je peux enregistrer avec celui-ci 4 personnes. Donc, je peux avoir 4 pistes audio différentes. Et ensuite, donc, j'ai mes fameux micros. Donc, j'en ai 2 comme ça. Et puis, j'ai ce qu'on appelle donc des pieds de micro et puis le fameux filtre pop-up pour avoir un son parfait. Donc, Et dès le début, tu avais ça ou ça? ah oui, Ok, d'accord. Donc, quand tu as dit, je veux faire un podcast, tu t'es dit, il faut que j'achète un vrai matériel de podcast, c'est ça? En fait, dès le début, j'ai acheté le matériel, mais je n'ai pas commencé à enregistrer avec mon matériel parce que j'avais peur. J'ai commencé, en fait, ma boss de l'époque, Corédé, m'a mis à disposition les studios de Vibe Radio. Donc, en fait, quand on entend Moulay et Prudence Maïdou, je crois les 2-3 premiers épisodes, en fait, ont été faits dans un studio. Ok. Et ensuite, j'ai commencé à gagner un peu en confiance. Et là, j'ai commencé à utiliser mon matériel. Mais oui, j'ai investi dès le départ. Je savais que je voulais un son de qualité. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas lésiner. Je pense que c'est hyper important. Un podcast dont la qualité n'est pas bonne, il peut être aussi bon, il peut être très bon, le contenu peut être génial, mais j'écoute pas. Hein. Enfin, perso, C'est pas agréable, quoi. Et il y a il y en a tellement de très bons que je ne citerai pas, mais je me suis arrêtée alors que l'histoire était géniale. Ouais, et puis il y a tellement de podcasts à écouter. Honnêtement, si les 30 premières secondes ne sont pas top, tu passes à autre chose, quoi. Moi, ma liste d'écoute, elle est tellement large que je n'ai pas le temps de douter, tu vois.
Il y a Joanne qui demande quelle est la valeur de ton matériel en termes d'investissement. Qu'est-ce que tu as investi au début? Alors, le matériel, je pense qu'on est autour. J'ai pas acheté tout d'un bloc. Par exemple, le pop-up, les accessoires, je l'ai fait un peu sur 4-5 mois. Mais j'en ai pour l'enregistreur que je vous ai montré. Donc, la petite station, j'en ai eu pour 500 € à l'époque. J'ai eu les pieds de micro et les micros, je pense que j'en ai eu pour 300 €. Donc, on est autour de 800 €. Ok. 800 à 1000 € de matériel entre les accessoires et tout ce qu'il y a autour. Ok, bon, je précise qu'il y a quand même moyen d'avoir du matériel pour beaucoup moins cher. Jessica, elle voulait un matériel plus, mais il y a moyen d'avoir un matériel beaucoup moins cher et avec du son Oui. très, très bien aussi, quoi. Après, j'ai pris le dernier modèle de Zoom, mais par Voilà, exemple, c'est dans ça. un podcast d'interview, Même moi, j'ai pas ça, ce Zoom. vous pouvez avoir le H2 ou le H3 qui est 2-3 fois moins cher. Donc, c'est aussi possible. Après, les micros que j'ai pris, ce ne sont pas les plus chers du marché. Ils sont très bien. C'est les Shure SM58. Je pourrais le noter peut-être quelque part si tu veux, Sinatou. Ouais. Ça peut faire un tweet ou un mail. Mais oui, c'est les Shure SM58 qui sont très bien, qui font très bien le job et qui sont entre guillemets middle, c'est-à-dire c'est une très bonne qualité, même si ce n'est pas les meilleurs du marché. Mais ils sont les plus utilisés. D'accord. Bah, écoutez, si le sujet vous intéresse, de toute façon, on vous enverra un petit mail avec nos recommandations de matériel pour tous les budgets. Il y a Sandrine qui demande, est-ce que tu as des invités à distance et du coup, comment tu fais pour les enregistrer? Alors, j'ai à distance, c'est pas le format que j'aime le plus. Vraiment, je suis vraiment pas fan de ça parce que ça colle pas vraiment à l'esprit du podcast. Mais j'en ai. Donc j'en ai eu, je pense, j'en ai eu 4 ou 5 des invités à distance. Ok. Le plus challengeant, le plus dur, c'est souvent la connexion Internet. Ça peut arriver même de réenregistrer un épisode à distance. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps avec ça, mais en même temps, c'est pratique si on a vraiment envie d'avoir une personne. Et l'outil que j'utilise pour ça, c'est Zencastr, qui, je pense, est le plus utilisé. Ouais. Et j'en ai découvert un autre récemment, mais que je n'ai pas testé. C'est Playground, ça s'appelle. Ok. Et alors, moi, j'ai une autre astuce à vous donner pour ceux qui enregistrent à distance. Est-ce que tu peux nous montrer le bout de ton câble de micro, celui que tu montes, celui que tu branches sur le Zoom? Oui, bien sûr. Alors, oui, il y a plusieurs. Alors, c'est celui-là, le XLR. Ok. Mais il y a des micros USB. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, j'ai parlé du Zoom, mais c'est possible de prendre un micro USB que vous branchez à votre ordinateur. Hein. Pour ceux qui veulent enregistrer à distance, c'est vrai que Zencastr est pas mal. Moi, je l'ai déjà testé. Ce que moi, je vous recommande, c'est de ne pas faire confiance aux outils. Enfin, à partir du moment où tu enregistres via Zoom, via Zencastr, le son n'est pas non plus exceptionnel. Ça ne sera jamais comme un son Zoom, par exemple. Donc, une technique qui est un peu, bon, c'est du rafistolage, hein, mais qui est déjà pas mal, c'est de demander, c'est que vous enregistrez avec votre Zoom, avec votre micro, de votre côté, vous enregistrez vos parties et vous demandez en même temps que Zencastr, évidemment, comme ça vous avez un son de secours, vous demandez à votre invité de mettre son dictaphone, de le lancer au moment où il parle. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez une piste en direct, enfin de sa voix directement vers le micro, et une piste de votre voix directement vers le micro. Et après, vous pouvez comparer ces sons-là avec les sons de Zencastr, mais en tout cas, d'expérience, ils sont souvent meilleurs parce que c'est la voix directement et pas la voix ordinateur interposée. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais comme ça, vous avez le choix, vous avez cet enregistrement-là. Donc, la personne, à la fin de l'enregistrement, vous envoie sa partie et vous pouvez faire votre montage. Voilà, c'est souvent beaucoup plus simple. Et en fait, aujourd'hui, on a des téléphones qui ont quand même, mine de rien, des micros qui ne sont pas si mal. Et ça permet aussi d'avoir un son plus propre, enfin plus direct que le son via ordinateur, quoi. Parce que nos ordinateurs, c'est-à-dire que si on compare les micros de l'ordinateur et les micros du téléphone, ça n'a rien à voir, quoi. L'ordinateur, c'est un ordinateur, c'est pas un téléphone, quoi. C'est pas un micro ni un Zoom.
D'ailleurs, il y a une petite astuce sur Zencastr. C'est très bien ce que tu dis. C'est que moi, j'avais très peur sur Zencastr. Souvent, on a l'impression que ça n'enregistre plus du côté de l'invité ou de notre Mm. côté. Continuez quand même, en fait. Parce que moi, je me suis fait avoir plusieurs fois alors que ça avait continué d'enregistrer. Donc ça, je sais que ça peut être une frayeur quand on débute avec des épisodes à distance. Comment tu as choisi la périodicité de ton podcast? Est-ce que c'était juste une question de disponibilité? Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'ai vu qu'il y avait des invités qui étaient en deux parties, enfin en deux épisodes aussi. J'aimerais bien que tu nous en parles. Alors, on est sur un bimensuel, donc 2 fois par mois, je sors des épisodes. J'avoue que ça va changer. On va passer à 1 par mois parce que j'ai beaucoup moins de temps à y consacrer, mais j'ai quand même envie de garder une qualité constante. Et donc, oui, effectivement, ça peut arriver que sur des épisodes, on enregistre pendant 3 heures. Donc, on a 3 heures de conversation. Et je sais qu'écouter, moi, j'écouterai pas un podcast de 3 heures. Vraiment, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, je préfère le couper en deux. Pour moi, le maximum, c'est autour d'une heure. Autour d'une heure, je pense que c'est le maximum qu'on puisse écouter. Et les épisodes, donc, effectivement, qui sont très longs, je les coupe en deux. Ou du moins, j'essaie de couper un moment où c'est un peu cohérent de mettre fin à la conversation pour amorcer sur une autre. Et en fait, je la publie la semaine suivante directement. Je le considère pas comme un épisode à part entière. Étant donné que les deux sont corrélés, ils sont publiés de manière hebdomadaire, sinon c'est 2 fois par mois. Donc effectivement, il va y avoir des mois où on va avoir, disons, un épisode et demi, et puis d'autres où on va avoir enfin 2 épisodes et demi, pardon, et puis d'autres où on va être sur 2 épisodes classiques. Donc oui, plutôt bimensuel parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, 8-9 heures sur un épisode, c'est 18 heures, voilà. C'est presque une demi-semaine de travail. Ah oui, c'est ça. Tu nous as déjà parlé avec, enfin, justement de ce que tu avais retenu en termes de contenu sur l'épisode de Moulay. J'aimerais qu'on parle encore de contenu parce que c'est intéressant. Sur l'épisode de Gauze, par exemple, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Qu'est-ce que tu penses qu'il a dit dans ton podcast qu'il a dit nulle part ailleurs? Alors, Gauze, moi, je pense que ça faisait des mois que je voulais cet épisode, mais vraiment, je voulais vraiment l'avoir dessus parce que je l'avais découvert en 2013 avec Debout payé. J'adorais son bouquin et j'avais lu entre-temps Camarade Papa et puis je crois qu'il y a Black Manou qui s'apprêtait à sortir ou qui était sorti à cette période-là. Et Gauze, ce qui était sympa, c'est que j'avais scanné toutes ces interviews en fait depuis des années. En fait, c'est quelqu'un que je suivais régulièrement, donc je savais ce que je voulais aborder avec lui dès le départ. Et je pense que ce qui est bien avec lui, c'est que c'est quelqu'un, je pense, qui est difficile à surprendre. Et au début, je lui ai parlé de sa mère, qui en 94 était partie au Rwanda, je crois sans rien dire à sa famille, et qui est revenue quelques mois après et qui a repris le cours de sa vie. Et je pense qu'il était très surpris que je sache ça. Il m'a dit, mais comment tu sais ça? Et d'ailleurs, on le sent quand je lui pose la question, on sent qu'il est vraiment étonné. Et je pense que globalement, je suis plutôt contente quand j'arrive à surprendre les invités parce que justement, ils se disent, bon, ok, elle a quand même bûché, je vais quand même lui donner quelque chose en retour. Je pense aussi que quand on s'investit beaucoup, on donne beaucoup en retour aussi. Donc, je pense que oui, c'était de le surprendre qui m'a plu. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Gauze, Gauze, c'était vraiment pas le plus facile, hein. Pour le coup, il a énormément de réparties, c'était difficile de tenir la route. Et pourtant, c'était un épisode qui était très long à l'enregistrement, que j'ai dû faire en 2 parties, mais c'était ultra intéressant. Il y a des épisodes qui sont très, très courts aussi, justement. Pourquoi ce choix de faire des épisodes encore plus courts? Alors ça, ce sont des tests que j'ai essayé de faire sur des conseils. Bon, je ne suis pas sûre de continuer sur ce format-là, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait de faire des épisodes très courts, parce que j'avais envie d'avoir une meilleure rétention sur les épisodes et tout, mais je pense qu'il ne faut pas tout faire pour les chiffres, et parfois, il vaut mieux faire quand on sent que ça marche et qu'on est sur la bonne voie, je pense qu'il vaut mieux rester dessus et pas forcément aller vers des épisodes courts. J'ai fait des épisodes courts, mais je pense pas en refaire d'autres. Sauf s'il y a vraiment un intérêt éditorial.
Alors, du coup, on va parler maintenant d'audience. Quand on crée un Mhm. nouveau podcast, personne ne nous connaît. OK? On est Mhm. d'accord, il n'y a personne. Il faut que tu construises ta communauté. Ouais. Il faut que tu fasses la promotion de ton podcast. Comment ça s'est passé pour toi? La promotion, l'avantage quand on fait un podcast d'interview, c'est que vous pouvez compter sur le réseau de vos invités. Moi, je pense que c'est grâce au réseau de Moulay, au réseau proche de Moulay, à mon réseau proche que j'ai commencé à le faire connaître. Je me suis mise tout de suite sur Instagram. Je pense que j'ai compris assez vite aussi que pour la promotion des épisodes, il faut produire beaucoup de contenu à côté. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai choisi LinkedIn et Instagram. LinkedIn parce que finalement, on parle des coulisses du parcours professionnel. Et puis Instagram, honnêtement, je donne pas de j'ai pas de raison réelle, mais c'est un réseau social où je pense que j'aurais plus touché la tranche d'âge que je ciblais. Et puis, c'est un réseau social où je suis naturellement. Donc, je savais que je posterais régulièrement, que je prendrais beaucoup plus plaisir à créer du contenu sur ce réseau. Mais LinkedIn, c'était vraiment, je savais qu'il fallait être sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est un réseau social qui m'amène beaucoup de trafic et beaucoup d'écoute sur le podcast. Parce que c'est lié effectivement à un point très important que tu as soulevé, c'est la question de la cible. Il y a une Ouais. question que moi je pose systématiquement à ceux qui viennent me voir pour me dire mais on veut lancer un podcast, c'est à qui tu t'adresses? Et c'est pas toujours évident d'y répondre, mais il me semble que c'est une question essentielle de savoir à qui on parle. Et donc toi, ta cible, c'est qui? Alors, ma cible de départ et ma cible aujourd'hui, c'est pas du tout la même. Quand j'ai commencé le podcast, je me suis dit, OK, moi, je veux vraiment cibler essentiellement des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire et qui ont besoin d'entendre des parcours qui résonnent avec ce qu'elles ont envie de faire ou peut-être qui se cherchent actuellement, qui sont en reconversion et qui ont envie d'entendre d'autres histoires que celles qu'on entend dans le gratin ou la leçon, par exemple. Enfin, voilà. Et justement, et quand on a commencé le podcast avec Moulay, c'est peut-être le choix des invités aussi qui a fait ça. Et d'ailleurs, on remarquera, j'ai commencé à choisir des invités à un moment qui étaient essentiellement en Côte d'Ivoire, enfin, qui n'avaient pas fait d'études à l'étranger. J'avais essayé un peu de faire ça, mais je me suis rendu compte que le podcast était très écouté en France, au Canada, le Royaume-Uni aussi. Enfin, je pense que là où il y a toute la diaspora. Et je me suis dit, bon, écoute, si c'est là-bas que tu es plus écouté, n'essaie pas non plus de forcer. Je pense que j'ai trois cibles. Première cible, c'est plutôt une diaspora qui est deux cibles essentielles. Une diaspora qui est dans des pays, qui est dans des pays comme la France, le Canada, où il y a une forte communauté ivoirienne. Et puis, ma cible qui est en Côte d'Ivoire et dans des pays d'Afrique francophone. Ce sont ces deux-là typiquement qui m'écoutent et je pense que ce sont des profils qui sont différents, mais en même temps qui ont les mêmes aspirations, qui ont, je pense, les mêmes questions. Certains, ça va peut-être être plus le retour en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou dans un autre pays. Et puis d'autres, ça va être plus, moi, voici mon environnement immédiat. Quelles sont les réponses que je peux apporter à mes problématiques? C'est intéressant. J'ai l'impression que tu as quand même une approche, mais je crois que c'est lié à ton métier. Tu as une approche marketing dans ton podcast. Tu sais très bien, tu sais bien définir ta cible et tu sais qu'elle est aussi dispersée entre la diaspora et justement les gens qui sont sur le continent. Comment tu intègres ça, justement, le fait de savoir que ils sont en France, comment tu l'intègres dans ta fabrication de podcast? Ça va être sur les sujets. Alors, ce que les invités, ça va pas être tant dans le choix des invités, parce qu'au final, je pense que j'essaie de trouver. Enfin, les invités, c'est quelque chose que je fais assez naturellement, mais dans les sujets, je vais entre guillemets plus calculer en disant, ça, je pense que ça peut intéresser mon audience. Donc, je pense que ça peut faire un pont entre mon invité et mon audience qui vit dans tel ou tel pays. Voilà, ça va être plus en fonction du choix des sujets. J'ai beaucoup parlé de repatriation à un moment parce que je me suis dit, j'ai la diaspora, peut-être qu'elle sera intéressée par ces sujets-là. On parle d'entrepreneuriat, de notion de liberté avec Moulay. Il y a peut-être aussi des gens qui se questionnent sur est-ce que je reste salarié ou est-ce que je crée mon entreprise. Voilà, c'est tout ça que j'essaie d'intégrer là-dedans, quoi. Est-ce que tu peux, je ne sais pas d'ailleurs, on n'a pas trop préparé, mais est-ce que tu peux
parler de chiffres, genre partager quelques chiffres avec nous, combien de gens t'écoutent, je sais pas, je sais pas. Bien sûr. Non, j'ai aucun problème. Non, moi, je peux Mais partager voilà, les chiffres. et justement, j'en profite pour partager une question d'Héloïse qui te demande avec quel outil tu analyses tes statistiques d'écoute, parce que c'est vrai que tu connais bien quand même les gens qui t'écoutent. Alors, donc la première question, c'était quoi? Désolée, j'ai perdu le fil. Combien de gens t'écoutent? Est-ce que tu as les chiffres? Ah, alors, je te prends les dernières données en mai. Donc, sur un mois actif, j'appelle un mois actif un mois où j'ai posté des épisodes, je suis à 5000 écoutes environ, Ok, mensuelles. Maintenant, sur un mois qui n'est pas actif, par exemple, là, c'était les vacances, j'ai pas posté, je suis à 2500. ok, 2500 d'accord. écoutes uniques sur le mois. Et Euh, comment tu mesures tout ça? Quel outil tu utilises? C'est les outils d'Ocha ou tu as d'autres trucs? Non, j'utilise uniquement Ocha, qui je trouve est plutôt fiable. En fait, Ocha, c'est un hébergeur de podcasts, donc qui vous permet d'héberger vos épisodes. C'est là, en fait, c'est là-bas que vous allez uploader les épisodes. Et en plus de l'hébergement, il vous propose d'avoir donc des statistiques sur les podcasts, dans quel pays vous êtes écouté, sur quelles applications, est-ce que c'est Apple Podcasts, Spotify, et ainsi de suite. Et je trouve qu'ils sont très bien. En fait, c'est un outil qui est assez complet. Et je pense qu'ils tendent à devenir ça. C'est vraiment on peut tout faire quasiment sur Ocha. Bon, je trouve que sur la communication, leur newsletter et tout, c'est pas hyper bien fait, mais sur l'hébergement et les statistiques, ils sont très bien. J'aimerais te demander, avant de partager quelques questions dans le chat, est-ce que s'il y avait une erreur, genre quelque chose que tu as, ou un écueil, quelque chose que tu ne reproduirais plus, ce serait quoi? Quelque chose que je ne reproduirai plus. Que ce Moi, soit je sais sur pas la si je peux le prise, dire. que ce soit sur la prise de son, les rencontres avec les interviews, la com, etc. Mais une erreur qui est peut-être régulière, mais qu'on ne... Enfin, l'idée étant d'aider ceux qui nous écoutent à ne pas reproduire, quoi. Bah justement, je pense que ça m'est arrivé au début, mais je pense que ça arrivera à tout le monde, hein. Même si, tu sais, parfois on peut dire quelque chose et tu peux donner un conseil, mais la personne fera quand même, entre guillemets, l'erreur parce que c'est normal, en fait, quand on débute. On parlait du script tout à l'heure. Moi, j'étais très, très attachée aux questions et je me suis réécoutée sur un épisode que j'ai jamais diffusé et j'ai trouvé ça horrible. Horrible, horrible, horrible. J'étais même désolée pour la personne que j'avais invitée parce qu'en fait, il fallait que ce soit naturel. Et je pense que je savais que j'en étais capable. Mais trop s'attacher aux questions, trop s'attacher au script et manquer de spontanéité, en tout cas sur un podcast d'interview, vraiment, c'est le no-go. C'est vraiment le truc à éviter, quoi. Ok, alors, donc il y a deux questions. La Mhm. première, c'est est-ce que tu enregistres chez toi et comment tu fais pour avoir un bon son pour éviter les échos? Ben là, j'enregistre là où je suis, justement, là où je suis en train de parler. Donc, c'est dans le bureau chez moi. Ce que j'ai fait pour ne pas avoir d'écho dans cette pièce et avoir une qualité de son, parce qu'en fait, c'est une pièce où il y a une baie vitrée. Donc, ça, c'est vraiment pas le meilleur des cas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ajouter des tapis, des coussins, tout ce qui va permettre d'absorber le son. Après, si vous avez, je sais que ça, on le vend sur Amazon, vous avez des espèces de panneaux qui vont justement permettre d'absorber le son. Sinatou, toi, tu dois bien connaître Ouais. les murs des stations radio, enfin des salles où on fait les enregistrements sont tapissés justement de cette mousse-là qui permet d'absorber les bruits parasites. Donc oui, Ouais. si vous n'avez pas ces panneaux, des tapis, des coussins, ça ira très bien. Mais en général, le faire dans son salon ou dans son bureau, c'est très, très bien. Et puis après, il y a des choses très basiques aussi, hein, c'est-à-dire vérifier que le frigo ne fait pas de bruit, Mhm. vérifier, enfin, mettre aussi les enfants loin. Enfin, vraiment, il y a des choses qui sont très simples. Au-delà de l'écho, moi, j'écoute des podcasts et je me dis, mais il y a beaucoup de choses que moi qui écoute, j'ai entendu, que la personne n'a pas entendu. Après, moi, je suis une auditrice professionnelle, donc forcément, mon métier, c'est d'écouter des choses. Donc, je suis peut-être plus sensible qu'un auditeur lambda. Mais c'est vraiment essayer de faire attention aux bruits qui sont autour de vous, auxquels notre oreille s'est habituée, mais que le micro va capter quand même, quoi.
Mhm. Il y a Ange-Marie qui demande un podcast ayant pour cible les décideurs, ministres par exemple, dans les pays comme le Bénin. Quelle stratégie pour les atteindre? Comment savoir qu'ils nous écoutent? Est-ce que tu as une réponse à ça? Bah écoute, là c'est un peu challengeant comme question. Je ne pourrais pas dire si j'ai une réponse immédiate, mais ça, je pense que ça passerait par le contenu déjà. Si tu veux être après, pourquoi est-ce que tu souhaites être écouté par cette cible? De quoi parle le podcast? Euh, je ne vois pas comment apporter des éléments de réponse tout de suite, mais ça peut être, je pense, si tu veux les atteindre, j'imagine qu'ils doivent être sur LinkedIn, peut-être aussi sur Twitter. Ça peut être un moyen de les cibler ou du moins cibler leur community manager déjà, ça peut être une porte entrante. Comment savoir qu'ils écoutent? Alors les ministres eux-mêmes, tu ne peux pas savoir parce que les données sont anonymisées, mais tu peux savoir d'où on t'écoute. Donc, qui peut être déjà un indice. Voilà quoi. Maintenant, si tu veux cibler des décideurs ou des ministres, bah, ça dépend des sujets que tu vas aborder, de tes invités. Voilà, il faut peut-être aborder des sujets où il y a de l'attraction pour cette cible-là. Mais je ne peux pas te répondre plus que ça. Moi, je pense que tu as quand même apporté quelques éléments à creuser, donc merci. Il y a Nicolas qui demande quels seraient les skills les plus importants pour être un bon podcasteur. Pour être un bon podcasteur, les skills, mais en fait, en fait, ça dépend du podcast. Moi, je vais vraiment parler du podcast d'interview parce que tu peux très bien faire une table ronde et ça ne demandera pas les mêmes skills, par exemple. Tu vas faire un podcast documentaire, ça ne va pas être les mêmes. Donc, je vais vraiment rester sur le podcast d'interview, sur ce que je fais actuellement. Pour être un bon podcasteur, je pense qu'il faut être quelqu'un qui est très à l'écoute. Si tu as le tempérament de t'écouter parler, il va vraiment falloir travailler sur ça. Ou alors, si tu sais que tu es quelqu'un qui a une très bonne écoute, une écoute active, parce qu'écouter, c'est pas non plus écouter et puis être passif, mais c'est vraiment écoutant en se disant, je peux rebondir sur ça. Je pense aussi qu'il faut être créatif dans le sens où, parce que souvent on se dit créatif, on l'associe peut-être à l'artiste au peintre, au musicien, mais pas du tout. Ça peut être un créatif aussi, c'est quelqu'un qui est capable de créer des liens très rapidement, de connecter deux idées très rapidement. Et en général, quand tu fais ça, c'est très bien parce que tu as des réactions face à tes invités qui sont très spontanées et qui justement et qui sont spontanées, qui sont pertinentes et je suis sûre qu'ils vont parler à la fois à ton invité, aux personnes qui vont t'écouter. Donc je dirais ouais, écoute et créativité. Et puis troisième, je ne sais pas si c'est une qualité intrinsèque, mais il faut de la constance. Je pense que ce sont les trois. Être constant, organisé, créatif et à l'écoute. Parfait. Je ne vais pas en rajouter parce que ça fait déjà quand même beaucoup. On a une question de Joanne. Oui, alors, ce que je te propose, c'est que je vais te poser une autre question avant de prendre la question de Joanne qui me semble quand même très intéressante à développer. J'aimerais bien qu'on parle de monétisation parce que c'est un sujet qui revient beaucoup sur le continent. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais comment on gagne de l'argent avec le podcast? Est-ce que toi, tu gagnes de l'argent avec le podcast? Est-ce que tu envisages de gagner de l'argent avec ton podcast? Si oui, comment? Alors, j'ai gagné de l'argent avec le podcast, mais parce que je faisais du podcast. Je m'explique. Alors, c'est possible de gagner de l'argent avec le podcast, mais au stade où on est aujourd'hui sur le marché, vous ne vivrez pas du tout de votre podcast et ça mettra, je pense, un peu de temps, bon, sauf si vous connaissez tel directeur marketing de telle grosse boîte, ce qui est possible. Hein. Mais non, dans l'immédiat, vous ne gagnerez pas d'argent parce qu'il faut du temps pour construire son audience. Et je pense qu'il faut un minimum d'arguments pour aller voir n'importe quel directeur marketing pour lui proposer de sponsoriser votre podcast. Maintenant, oui, c'est possible. Moi, j'ai réussi une fois à gagner de l'argent avec le podcast. Après, je n'avais pas une volonté dès le début de le sponsoriser ou de gagner de l'argent avec. J'avais surtout envie de construire l'audience, me concentrer sur le contenu. C'est encore le cas aujourd'hui, même si là, je commence à avoir un kit média et à avoir envie de le sponsoriser. Mais la fois où j'ai pu, disons, le monétiser, entre guillemets, je mets vraiment entre guillemets, c'est une proposition que j'avais eue pour produire une émission radio
justement, on cherchait le type de conversation que je menais. Donc, en fait, j'étais sur un projet de production d'émissions radio pour MTV Sugar Baby, donc, ce qui est la fondation MTV. Et donc, c'était des conversations autour du VIH-Sida, les MST, les préventions contre les drogues, et ainsi de suite. Et on retrouvait cet esprit, justement, de conversation intimiste avec des psychologues, avec des médecins, avec des victimes aussi, qui justement, parlaient de ces sujets, de leur expérience. Donc, ça a été ça. Ça a été ma seule expérience, entre guillemets, où j'ai plus ou moins monétisé. J'ai plutôt monétisé ma compétence Oui, une plutôt expertise. que le podcast. Maintenant, oui, maintenant, là, j'aimerais bien le sponsoriser. Et c'est possible parce que sur le continent, il y a déjà des marques enfin, il y a déjà des podcasts qui arrivent à monétiser. Il y a 2 exemples qui sont très différents, mais qui sont tout aussi sympas. Il y a le podcast I Said What I Said, qui est un podcast au Nigeria, où 2 nanas parlent de sujets qui intéressent la jeunesse nigériane. Donc, ça va parler de dating, ça va parler de plein de sujets, de traditions. Et moi, je trouve ça pas mal. Je sais qu'elles font beaucoup de placements produits. Donc, elles font du podcast filmé, enfin, elles font de la vidéo en plus. Donc, ça va être un placement de produit d'une marque de champagne. Et elles ont fait des événements. Et je crois que l'entrée à ces événements sont payants. Et quand c'est pas payant, elles ont un pagne, donc c'est le Asoebi. Il faut acheter ce pagne pour pouvoir accéder à l'événement. Donc, qui reprend vraiment tout. Là, on a vraiment toute la culture nigériane qui est imprégnée de ces événements, tout ça. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. C'est plutôt bien fait. Et sinon, en autre exemple, là, plus classique, qui est de la publicité, c'est The Flip Africa, qui est un podcast sur la tech, qui a été sponsorisé par MFS. Donc, on est vraiment sur une niche, hein, la tech en Afrique, qui a été sponsorisé par MFS, qui est une fintech panafricaine. Donc, je pense qu'il cible aussi d'autres fondateurs de fintech. Typiquement, je crois que c'était Ange-Marie qui posait la question de comment cibler un ministre. Bah, MFS Africa, par exemple, est intéressé par l'audience de Flip. Et The Flip, ça va être des fondateurs de fintech en Afrique. Ça va être des gens qui travaillent aussi dans des fintech ou d'autres entrepreneurs qui sont en train de prospecter les marchés africains. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, je vais te poser la question de Joanne et puis après, je vais vous laisser vous-même en fait prendre le micro parce qu'on veut vous entendre. On parle de podcast, on parle de voix, donc c'est bien aussi que vous preniez la parole. Donc, je vais poser la question de Joanne, sa première question, et puis elle va prendre la parole pour poser sa deuxième question. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ton podcast? Alors, on a déjà parlé du fait que tu avais déjà des inspirations, mais que tu ne trouvais pas on va dire, des conseils adaptés à ton contexte. Mais une chose est d'avoir une idée, de dire, bon, ok, je le fais, mais pour passer à l'action, il me semble que c'est vraiment une étape différente. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? C'est marrant parce que maintenant j'y avais jamais pensé. J'ai mis 6 mois, je pense, entre le pitch du projet et la sortie du premier épisode. Et je pense que ce qui m'a aidé à sortir le podcast, c'était le Covid. Le fait d'être en télétravail, je gagnais 1 heure de temps sur mes trajets, donc j'avais un peu plus de temps à libérer pour faire le podcast. Et je pense que ça m'a donné un peu de temps pour justement faire les montages. J'avais déjà fait des enregistrements quand le Covid est arrivé en Côte d'Ivoire. Je l'avais fait en janvier, je crois, janvier-février. Et entre mars, avril et mai, là où j'ai sorti le premier épisode, j'ai eu le temps de m'entraîner, de me former là-dessus. Et je pense que c'est, entre guillemets, grâce au Covid que j'ai commencé à passer à la phase plus opérationnelle. Joanne, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Je l'ai écouté, moi. La conversation est super intéressante. Merci On ne beaucoup. t'entend pas très bien. Je ne sais pas si Vous m'entendez? Oui. Là, c'est mieux? Il y a un truc qui fond, non, c'est pas très bien. Est-ce que là, c'est mieux? On t'entend, Toujours il y a pas. un petit fond. On t'entend. Écoute, on va faire avec. Bon, mon ordi est tombé là. Tiens. Sur l'initiative à toutes les deux de
Sinon, je peux lire la question, parce que vraiment, je Ouais, on n'entends ne t'entend pas pas. bien. Ouais, on ne t'entend pas. Ok. Je peux Alors, t'entendre, mais ok. oui, as-tu pensé à faire des épisodes vidéo? Alors, les épisodes vidéo, oui, j'y ai pensé, mais vraiment, j'ai pas le temps. C'est beaucoup plus de temps, de matériel. J'ai déjà investi pas mal dans le matériel. Donc, j'aimerais faire de la vidéo, mais il faudrait que je trouve un partenaire qui soit d'accord pour le faire. Et j'ai pas forcément envie de mettre plus de moyens. Je pense que si j'arrive à le faire sponsoriser, je peux passer à l'étape des vidéos. Ok. Mais pour l'instant, je reste sur le format audio. Mais ce sera intéressant à tester. Bah oui, je pense surtout que, enfin, moi je remarque qu'en ce moment sur YouTube, il y a une grosse consommation de podcasts. D'ailleurs, YouTube est en train de développer un Ouais. onglet YouTube Podcast, donc ça sera très, très, très intéressant à voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y avait une autre question d'Edouard qui voulait savoir si tu devais structurer les grandes parties d'un podcast de conversation, ce serait quoi? Si je devais structurer les grandes parties, donc en général, Oui. ce serait donc la musique d'intro. Ce serait l'intro générique, c'est-à-dire l'intro qu'on retrouve sur tous les épisodes, qui présente le podcast, sa vocation, sa mission. Ensuite, ce serait l'introduction de l'épisode. Après, ce serait donc la conversation avec les chapitres qu'il aura décidé. Et puis, ça peut être, alors c'est pas obligatoire, mais ça peut être aussi une conclusion et puis une musique, comment on appelle ça, d'outro, donc qui permet de fermer le podcast. Voilà, ce Super. serait à peu près les grandes étapes chez moi. Ok, bah écoutez, je vais vous donner la parole aussi parce que si jamais vous n'avez pas de questions, moi j'en ai encore plein, mais je crois qu'Ibrahima a levé la main. Oui, oui, j'ai levé la main. Salut Jessica. Salut Ibrahima, ça va? Ça va très bien. Et vous? Très bien. Ah, salut Sinatou aussi. Salut Ibrahima. Mhm. Alors, moi j'ai une question, c'est-à-dire par rapport vous avez dit tout à l'heure que vous aviez comme cible la Côte d'Ivoire et après ça a un peu changé. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez creusé pour savoir exactement pourquoi les Ivoiriens n'étaient pas tellement à l'écoute? Parce que moi, ça m'intéresse tellement. Comme j'utilise le Wolof, c'est-à-dire au Sénégal, je cible principalement les Sénégalais, tu vois, dans mes épisodes. Et D'accord. c'est vrai que jusqu'à présent, il y a des lenteurs et les gars, ils n'écoutent pas très, très, très bien le podcast. Et j'ai du mal des fois à comprendre pourquoi ils n'écoutent pas. Et j'aimerais savoir, avec ton expérience, toi, est-ce que tu as pu savoir exactement pourquoi les Ivoiriens n'écoutaient pas très, très bien le podcast? Euh, En fait, je pense que déjà, enfin, dans des pays comme le Canada, la France, disons que les personnes sont beaucoup plus habituées depuis plusieurs années à écouter le podcast. Donc, elles vont aller beaucoup plus facilement vers ce type de format, elles vont consommer ça plus facilement. Et je pense aussi que ce sont les sujets des podcasteurs. C'est une intuition, hein, mais je pense que ça va se vérifier très vite et un jour, ça va arriver. Je pense que si on fait un podcast sur, j'en sais rien, sur un sujet peut-être qui va intéresser plus de monde, eh ben, je pense qu'on aura beaucoup plus d'écoute. Les émissions radio, par exemple, elles sont très écoutées, donc il n'y a pas de raison que le podcast ne soit pas écouté. Allez, je donne un exemple, mais si je fais un podcast où j'ai les potins de célébrités ivoiriennes, ben, je suis sûre que je serai beaucoup plus écoutée. J'aurai 3 ou 4 fois plus d'écoute que sur conversation privée. Mais c'est peut-être une intuition qui est fausse, hein, mais je pense on peut aller sur des sujets peut-être plus mainstream. Le podcast nigérian I Said What I Said, dont je parlais un peu plus tôt, bah, je pense qu'il fonctionne aussi parce qu'on parle de sujets qui sont légers, on parle de dating, on parle de... Voilà, on va parler on va parler à beaucoup plus de monde avec ces sujets-là finalement. Donc je pense qu'on aura beaucoup plus d'écoute aussi. Quand quelqu'un vient raconter son histoire personnelle ou, je sais pas, une histoire amoureuse, ben, les gens vont peut-être aller plus facilement écouter ce type de sujet aussi. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Je crois que le podcast n'est pas très différent des autres formats de contenu. Ouais. C'est comme quand tu prends la vidéo aussi, quand tu fais une vidéo avec des stars ou avec vraiment des vidéos drôles, voilà, ça, c'est plus viral que des vidéos, on va dire, où on apprend réellement des choses.
Téphanique, bienvenue à la personne qui nous rejoint, mais n'hésite pas à couper ton micro. Et du coup, oui, ça dépend des sujets. Je crois que ce n'est pas propre au podcast, en fait, finalement. C'est pareil pour tous les types de contenus. Il y a Héloïse qui a levé la main. Tu voulais poser une question? Oui, j'avais une question. Justement, tu disais précédemment qu'il y avait beaucoup de contenu, il y a beaucoup de podcasts et justement depuis Covid, je pense que les gens ils en écoutent de plus en plus. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le podcast, comment te différencier et comment faire la différence? Parce que pourquoi toi et pas un autre, en fait? C'est toujours ma question que je pose pour plein de choses, parce que je travaille aussi dans le marketing et la communication, donc forcément, c'est une des questions numéro un. Donc, pourquoi on écouterait mon podcast et pas un autre? Comment réussir à faire la différence, justement, en termes de contenu, en termes d'écoute ou autre? Alors, faire la différence en termes de contenu, je pense qu'il faut, et ça, je pense que c'est propre au podcast, en tout cas, c'est vraiment une des caractéristiques du podcast, il faut choisir des sujets de niche. Moi, j'ai vu des podcasts, j'ai un collègue qui est fan de vélo, il a un podcast sur le vélo et sur la randonnée, par exemple. Donc, c'est vraiment un format où on peut justement se permettre d'aller sur des sujets de niche. Je pense que si vous avez un sujet de niche, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas une communauté de personnes qui arrivent autour de ce podcast-là. Alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui oublient que en fait, le podcast est une course de fond. Hein. C'est-à-dire que peu importe le sujet, il ne marchera pas d'un coup, quoi, en fait. Ça, je pense que c'est quand même très, très, très important à souligner. Il faut accepter d'être patient. Moi, il y a des podcasts qu'on a lancés depuis 2018 que des gens écoutent en 2022. Donc, vraiment, il ne faut pas trop vite se décourager non plus en disant ça n'intéresse personne, quoi. Héloïse, pour te donner un ordre d'idée, j'ai commencé avec 300 ou 400 écoutes. Les 2 premières semaines, l'épisode avec Moulay. Je n'ai pas énormément augmenté entre-temps. J'ai commencé à faire 1000 écoutes au bout de 6-7 mois. Et c'est maintenant que j'ai pu faire mes 5000 écoutes en mai. Donc, et ça faisait 2 ans. Donc, je fais le 2e anniversaire du podcast. Donc, en fait, oui, quand je dis que on parlait des qualités tout à l'heure qu'un podcasteur doit avoir, la constance, je pense que c'est la première qualité à avoir. Plus tu feras d'épisodes et, entre guillemets, tu vas te constituer une bibliothèque ou un patrimoine d'épisodes, et ben en fait, plus tu vas avoir d'écoute. C'est exactement ce que… chaque fois que je découvre une nouvelle chaîne de podcast, j'ai tendance à remonter très, très loin pour écouter d'abord les premiers et ensuite aller vraiment dans ceux qui sont plus récents. Et justement, par rapport à ton podcast, j'ai commencé par les tout premiers. Et ça fait plaisir aussi de voir l'évolution quand on se dit, OK, ça date de 2020 ou autre, de voir l'évolution du podcasteur. Donc, OK, merci beaucoup pour tes réponses. Merci à toi. Il y a Edouard qui a levé la main et puis après Arsène. Oui, bonsoir. À nouveau, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, on vous entend. Ah, d'accord, merci. Alors, je voudrais savoir, dans un podcast, est-ce qu'on peut recevoir un invité qui va garder l'anonymat lorsque le sujet est sensible? Merci. Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez demander comment la personne elle souhaite être appelée dans l'épisode. Peut-être aussi voir s'il y a des éléments de contexte qui sont beaucoup trop sensibles ou qu'on peut repérer pour les changer. Ça peut être la ville où est la personne, son travail, son métier. Et puis, le dernier point, c'est de changer la voix de la personne. Donc là, normalement, il y a plein d'outils qui vont vous permettre de modifier la voix. Donc vous pouvez changer cette voix-là pour justement qu'elle évite d'être repérée. Et justement, je pense que c'est pour ça aussi qu'est fait un podcast. Enfin, je pense en radio, vous avez tous entendu ces émissions où la voix de l'invité, elle est modifiée. C'est une histoire qui est très personnelle. Donc, en fait, on change l'identité de la personne et souvent, la voix aussi, elle est modifiée pour éviter qu'elle soit identifiée. Arsène, tu avais une question? Ah, il y a quelques outils pour bonsoir. changer la voix.
Ah, juste une seconde, Arsène. Est-ce que tu as quelques outils pour changer la voix, Jessica? Pas du tout, mais je pense que sur Audacity, logiciel dont je parlais, et même GarageBand, c'est possible. Faut juste regarder quelques tutos sur YouTube. Moi, je sais que j'ai trouvé des tutos pour donner un son de radio, entre guillemets, à une voix, donc la rendre beaucoup plus radiophonique. Donc, je pense que c'est possible. Il doit y avoir des tutos pour changer la voix. Et honnêtement, je l'ai jamais fait. Moi, je ne suis pas trop partisane. Enfin, je trouve que ce n'est pas agréable à l'écoute. Enfin, c'est pas le type de podcast que j'écouterais, quoi. Il y a voilà, les podcasts où la voix est un peu changée et tout ça, je n'écouterais pas trop ça. Mais tu sais, avec le deepfake, en fait, on sent pas que ça a été modifié. Ah ouais? Oui, oui, non, non, j'ai vu des exemples. C'est pas si, on sent pas que ça a été modifié. Ok, intéressant. Arsène, tu avais une question? Oui, bonsoir à vous et merci pour l'opportunité. Bon, moi, j'ai une petite question qui est à deux volets. C'est quoi le plus dur lorsqu'on est podcasteur, surtout si les thématiques abordées par notre podcast n'ont rien à voir avec le divertissement et tout ce qui tape à l'œil et ce qui est proposé en Afrique? Merci. Bonjour Arsène, merci pour ta question. Alors, ça peut être parfois frustrant de passer des heures sur un épisode et de ne pas avoir l'audience qu'on attend, mais je pense qu'il ne faut pas le faire pour ça. Je pense qu'il vaut mieux être vraiment apprécié et écouter, en tout cas ce qu'on fait est très apprécié, écouté par 200 personnes, plutôt que faire un truc finalement qu'on n'estime pas incroyable et être écouté par 100 000 personnes. Mais ça, c'est mon avis. Je pense que il vaut mieux mesurer plutôt l'engagement plutôt que le nombre de personnes qu'on va avoir. Pour le coup, moi, je suis ultra contente qu'on soit une vingtaine aujourd'hui sur ce Zoom, plutôt que faire un truc que j'aime pas ou que je trouve pas incroyable, enfin, que j'aime pas faire, et avoir un Zoom avec 200 000 personnes, quoi. Ça n'aurait pas du tout la même valeur. Nicolas, tu avais une question? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour l'opportunité. En fait, moi, je lance un podcast qui est centré sur les jeunes, sur les gens à l'université, comment trouver sa voie. Et enfin, c'est ma niche. Et mon problème, c'est que j'ai envie de le faire sans forcément me mettre en avant. Est-ce que vous pensez que c'est possible, vu la niche que je cible? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Ce sont des interviews? Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ton projet? Tu vas leur poser des questions ou alors tu veux vraiment pas apparaître dessus? Justement, en fait, je vais faire une conversation aussi, un peu comme vous, justement. D'accord. Alors, ce que tu peux faire, par exemple, c'est te dire, je vais utiliser que mon prénom, par exemple, je ne vais pas m'identifier totalement sur le podcast. Donc, on sait que c'est Nicolas, mais on peut se faire on peut imaginer de plein de manières qui est Nicolas. Tu peux créer des réseaux sociaux qui sont dédiés à ce podcast-là et pas tes réseaux personnels pour pas les corréler. Maintenant, pour faire enfin, je trouve que c'est assez facile de, entre guillemets, s'effacer. En fait, c'est même, je pense, une des qualités d'un podcasteur, c'est qu'il doit vraiment laisser la place à l'invité, la personne qui est là. C'est typiquement, si on écoute un épisode, on m'entend même pas 10% du temps. C'est l'invité qui fait l'épisode. Je ne sais pas si ça peut t'aider, Nicolas, mais si vraiment, vraiment tu veux t'effacer, tu peux faire l'interview, faire l'entretien, et puis après ne garder que les réponses. Donc, c'est le format transfert, le fameux format transfert, un format de témoignage. Et on entend, dans les résultats finaux, on n'entendra que la personne qui est en train de te raconter une histoire. Ça demande de faire une interview un peu plus poussée, parce que les auditeurs ne vont entendre que la personne qui raconte son histoire, mais c'est possible. Enfin, c'est un format qui s'envisage, qui marche plutôt bien. Moi, j'aime beaucoup ça d'ailleurs, où j'entends pas le journaliste ou l'intervieweur, etc., où c'est juste une personne qui est en train de me raconter une histoire. Mais ça demande pas mal de préparation parce qu'il faut structurer l'histoire. Parce que dans le format conversationnel, l'intervieweur joue le rôle quand même de médiation. Donc, il a la place en quelque sorte de l'auditeur. Dans le format témoignage, il n'y a pas de médiateur. Ça voudrait dire qu'il y a un gros travail de structuration à faire
pour que l'histoire soit intéressante si elle est racontée uniquement du point de vue de la personne qui l'a vécue. Mais en tout cas, je te souhaite bon courage. Il y a Grady aussi qui avait une question. Grady, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et parler? Oui, bonjour tout le monde. Merci déjà pour cette réunion qui est très importante. Alors, j'avais une petite question, comme je le dis, mais là, j'ai plein de petites questions qui me viennent à l'esprit. Je vais essayer de faire court. Alors, c'est au sujet de, je ne sais pas si on peut appeler ça un référencement, puisque quand vous avez un site d'hébergement comme Ocha, comment vous faites, Jessica, pour faire en sorte que votre podcast soit un peu en lice, bien en haut de liste, pour qu'on retrouve facilement pour l'audience? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'on parle donc d'être référencé. Alors, il y a le référencement où en fait les plateformes vont sélectionner elles-mêmes les podcasts qu'elles vont mettre en avant. Ça, je ne pourrais pas te répondre là-dessus. Ce que je pense qu'elles sélectionnent en fonction des pays où elles ont vraiment un intérêt. Par exemple, Spotify va se concentrer sur les podcasts français, mais ne va pas forcément remonter un podcast ivoirien hyper facilement. Maintenant, le référencement, ce qui est hyper important, c'est le nom et je pense la catégorie que tu vas choisir. Il faut choisir une catégorie qui est cohérente à ce que tu fais. Et dans le nom, il faut faire quand même quelques petites recherches pour éviter de te retrouver avec un nom trop similaire avec quelque chose qui existe déjà. Conversation privée, pour le coup, j'avais beaucoup de chance. Ça n'existait pas. Entre-temps, il y a eu un autre podcast sur la production audiovisuelle qui s'écrit, qui s'appelle Conversation privée aussi. Mais je suis plutôt bien référencée parce que j'ai déjà plus de contenu, j'ai déjà des avis. Donc, ce qui va compter dans le référencement, ça va être la catégorie que tu vas choisir. Tu peux aujourd'hui en choisir 2. Ça, c'est une nouveauté que tu peux faire sur Ocha. Donc, tu peux être, par exemple, être dans la catégorie éducation et histoire. Donc, ça peut te permettre d'améliorer ton référencement. Le nom va être très important. Donc, choisir un nom qui n'existe pas. Éviter de choisir des choses trop similaires ou trop, trop communes. Si tu fais un podcast qui s'appelle Trouver sa voix, je crois que c'est Nicolas qui parlait d'un podcast pour trouver sa voix. Il vaut mieux pas l'appeler Trouver sa voix parce qu'en fait, ça va pas te permettre de très bien le référencer parce qu'il y en a plein où il y a justement le mot voix, V-O-I-E, parce que voix, la voix, et bien en même temps la voix, la vocation. Donc, ça va être des petites choses comme ça. Ça va être aussi la description que tu vas donner de ton podcast, hyper important. Parce qu'en fait, eux, ils vont peut-être pas lire les mots-clés. Ils vont peut-être pas lire les mots-clés. Par contre, la personne qui va lire ton podcast, elle a besoin de comprendre très rapidement. Et c'est peut-être ce qui va lui donner envie d'écouter ou de cliquer sur un épisode. Et le troisième point, c'est aussi pour chaque épisode, se faire une liste de mots-clés, bien faire la description. Je pense que c'est important de mettre une description. Parce que si demain, moi, j'ai envie de chercher des podcasts qui parlent, je sais pas, par exemple, moi, je suis gabonaise et j'ai envie de parler de la culture gabonaise, j'ai bien envie que quand on cherche Gabon, on me trouve. D'ailleurs, si tu fais le test avec Conversation privée, tu tapes Abidjan ou Côte d'Ivoire, normalement, tu devrais tomber sur un de mes épisodes. Peut-être que ça a changé entre-temps, mais voilà. Donc, j'essaie d'être positionnée aussi sur des mots-clés qui vont me permettre d'être identifiée plus facilement. Donc voilà, merci, j'étais en train de noter, à un moment, je me suis dit, oh là là, ça fait beaucoup. Oui, désolée, je parle un peu vite. C'est pas grave. Et une autre question, c'est, Sinatou a parlé tantôt de monétisation, mais moi, je veux vraiment pas aller dans ce sens-là. Je suis une fidèle abonnée de Le Goût de M, qui est un podcast produit par le journal Le Monde.fr. Alors, il faut payer pour suivre ces podcasts. C'est quelque chose de grandiose, c'est une très belle production. Est-ce que vous avez ce genre de processus? Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne manière de faire parce que le podcast, c'est quand même un digital natif, ça vient résoudre beaucoup de problèmes. Est-ce que c'est assez nécessaire de faire payer pour écouter votre podcast? C'est une façon de rentabiliser, voilà, le podcast. C'est une façon de rentabiliser, mais je pense que tous les podcasteurs ne peuvent pas se le permettre. Je ne pourrais pas te dire à partir de quel moment quelqu'un est prêt à payer, mais je pense que quand tu fais beaucoup d'audience, que tu as de la rétention, que tes abonnés reviennent régulièrement, ça peut te donner quelques indices. Si oui ou non, je peux le faire. Je pense que cette étape de monétisation, elle n'est pas forcément accessible à tout le monde. Il faudrait que tu sois presque, indispensable, ton podcast soit vraiment indispensable à la vie dans le quotidien de la personne. Moi, il y en a un seul pour lequel je serais prête à payer, c'est la story des échos, parce que ça te permet d'avoir vraiment une overview de l'actualité économique.
et c'est très pertinent, c'est très poussé, mais je pense qu'il y en a très peu. Maintenant, je t'avoue que Le Goût de M, je connais pas. Le seul podcast du monde que je connais, c'est L'Heure du Monde, qui est justement un podcast sur l'actualité internationale que tu écoutes en 20 minutes. Mais typiquement aussi, je pense que celui-là, je serais prête à payer. Donc, je pense qu'il y a deux choses, c'est ton audience et ta rétention et la régularité qui peuvent te donner des indices sur le fait que, est-ce que je suis prête à payer ou pas pour ce podcast? Si je peux rajouter, moi personnellement, je ne paierai pas pour un podcast, surtout si, comment dire, j'ai déjà payé pour des podcasts américains et la seule raison pour laquelle j'ai payé pour ces podcasts-là, c'est qu'il n'y avait rien d'autre qui ressemblait à ça. C'est-à-dire que personnellement, je ne paierai jamais pour les Échos, le podcast des Échos, par exemple, jamais je paierai pour L'Heure du Monde parce qu'il y a 10 000 moyens de connaître l'actualité, en fait. Et donc, du coup, à partir du moment où j'ai un autre moyen d'avoir cette information-là, moi, personnellement, je ne paierai pas. Donc, je pense qu'il faut aussi, en fonction des sujets, avoir une vraie valeur ajoutée sur qu'est-ce que toi, tu apportes de plus que ce qui existe déjà, quoi. Enfin, si c'est possible pour la personne d'avoir cette information autrement, et c'est pour ça, d'ailleurs, quand tu regardes la stratégie d'abonnement des gros médias français, ou surtout, par exemple, de Mediapart, toutes les grosses enquêtes où ils sont sûrs d'avoir des infos exclusives sont réservées aux abonnés, et à juste titre, quoi. Et tout ce qui est dépêche va être en libre accès parce que c'est partout. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Mais c'est une vraie possibilité, ce n'est pas si intuitif que ça, parce qu'on peut se dire, tiens, sur le continent, les gens, ils ne seront peut-être pas prêts à payer, mais quand tu fais un podcast, tu t'adresses à des gens dans le monde entier, donc pourquoi pas, mais il faut vraiment que ça soit, ça ait une vraie valeur ajoutée, quoi. Parce qu'il y a la question d'exclusivité, et puis je prends le cas d'un podcast qui est hyper écouté, qui s'appelle On de la te raconte. Je pense que c'est le plus écouté des podcasts en France. Et il y a des gens qui sont prêts à payer parce que la catégorie crime et true story est hyper populaire aussi. Donc, ça dépend. Il faut voir si ton sujet a énormément de traction. Et voilà. Après, On de la te, c'est quand même spécifique. Tu as quand même un orateur qui est très bon. Enfin, voilà. C'est une somme de plein de choses, mais l'exclusivité, c'est un bon point, ouais. Super. Et aussi, justement, est-ce que ta cible a les moyens de payer? Si tu t'adresses à une cible qui n'a pas de... Enfin, par exemple, je ne sais pas, ta cible, c'est des étudiants. Bon, OK, les étudiants, ils peuvent payer, mais je ne suis pas sûre que si ta cible, par exemple, c'est des jeunes pros ou bien des CSP++, il y a un pouvoir d'achat qui est un peu plus élevé aussi, je pense. Mais vas-y, je te laisse poser ta question suivante. Alors, pour la toute dernière, je vous jure, c'est la dernière question. C'est le podcast, c'est quand même quelque chose de très relationnel. C'est vrai que le podcast est écouté par des milliers de personnes instantanément, mais c'est quand même quelque chose à la base qui est person to person. Vraiment, c'est un peu comme si le podcast était fait pour moi. Est-ce que la place publicitaire est peut-être réservée? Je m'explique. Si dans un podcast, par exemple, on faisait glisser quelques annonces publicitaires, est-ce que ça ne détruit pas ou que ça ne dénaturalise pas le podcast? Je pense que si, mais ça, c'est comme pour tous les formats, on voit beaucoup de youtubeurs faire ça. Je pense que si tu l'expliques à ta communauté que j'ai besoin de le faire grandir, j'ai besoin de l'améliorer, j'ai besoin aussi qu'il continue, mais en fait, c'est important que je fasse de la pub. Après, l'idée, c'est pas de matraquer. La publicité, c'est à très petite dose qu'il faut le faire auprès de son audience. Sinon, finalement, ton contenu, ton contenu devient une somme d'annonces publicitaires. C'est un peu dommage. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire à très petite dose. Et je pense aussi que si tu expliques à ton audience que tu as besoin de faire de la publicité pour justement pouvoir continuer l'aventure, en général, ils vont quand même être... ils vont pas t'en vouloir, en tout cas, d'avoir placé un peu de pub ou de l'avoir sponsorisé. Par contre, ils vont pas écouter ta pub, ils vont juste avancer suffisamment pour ne pas avoir à l'écouter. Et ça, c'est ce que tout le monde fait. C'est personne n'écoute une publicité jusqu'au bout, quoi. Merci, ce sera tout.
D'ailleurs, enfin, excuse-moi, je l'ai gradé, j'ai juste un truc à ajouter par rapport à ça. Et ça, c'est ce que les gens font très bien dans le podcast. Par exemple, Pauline Legnaud, dont je parlais, elle le fait très bien. Elle essaie vraiment de raconter une histoire avec son sponsor. Mais du coup, elle n'accepte pas des sponsorings de n'importe quelle marque. Par exemple, c'était sponsorisé à un moment par American Express. Elle a expliqué comment American Express lui a remboursé des milliers d'euros avec son entrepreneur quand elle ouvrait une boutique en Suisse. Et ça, c'est intéressant. En fait, justement, là, il y a une vraie valeur ajoutée, il y a un intérêt de faire de la publicité. Mais faire de la publicité pour faire de la publicité sur ce type de format, je pense qu'on est quand même sur des gens qui sont très exigeants et il ne faut pas leur servir n'importe quoi. Super. Alors, il y avait une autre question. On a bientôt fini. Le temps passe vite. Ça fait déjà 1h30 qu'on se parle. Il y avait une question de Mirabel, mais à laquelle tu as déjà répondu sur le matériel. Donc, Jessica, elle utilise un Zoom H6 avec 2 micros. Pour avoir un bon son et pour éviter les échos, elle vous recommande de mettre des tapis dans vos salons. Mais je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres petits tips. Des tapis, des coussins, enfin, donc vous allez plutôt enregistrer dans votre salon pour éviter d'avoir des échos. Une pièce aussi où il y a beaucoup de rideaux, ça peut aider. Il faut éviter en tout cas tout ce qui est vitré, très vitré, ou alors il faut avoir des rideaux à minima. Et puis sinon, vous avez, attendez, j'ai un micro juste à côté. Il y a des choses tout bêtes, mais pour éviter des bruits parasites, là, ce ne sera pas les échos, mais les bruits parasites. En fait, sur son micro, c'est d'avoir une bonnette. Et puis aussi un filtre anti-pop qui ressemble à ça et qui vont permettre d'avoir un son très correct. Quelle est la durée minimale d'un podcast de conversation pour toi? Pour moi, mais après, c'est très relatif. Hein, je pense qu'un podcast de conversation, on est environ à 40 minutes. Je pense que c'est le timing idéal. Ok. Elsie, tu avais une question? Je vois ta main qui est levée. Oui, j'avoue que j'hésitais un peu à la poser. Déjà, on va dire merci beaucoup parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir autant d'informations en si peu de temps. Quand on parlait de générosité, je pense que là, ça a été vraiment prouvé. C'est vraiment intéressant. Donc, déjà, ma question, ce serait par rapport à l'audience, on va dire. Parce que déjà, si votre podcast, vous voyez comme à la base, il ciblait en fait des Ivoiriens, et que c'est vraiment avec le temps que vous êtes rendu compte que voilà, les gens venaient quand même de beaucoup plus de l'extérieur, on va dire, voilà, du Canada et consorts. Moi, je me dis, mais à quel moment alors on réussit, comment on va dire, à implanter en fait le podcast dans nos habitudes en Afrique en fait. J'ai vraiment envie que ça entre en fait dans les habitudes et je me dis, je cherche en fait des références. Vous voyez, pour pouvoir me baser là-dessus et me dire, ah ben oui, il y a quand même telle personne qui le fait vraiment avec un public spécifiquement africain, on va dire, voilà, et qui réussit. Donc, j'ai l'impression que c'est pas faisable. C'est comme si, en fait, on va jamais y arriver. Je sais pas trop. Quel est votre avis? C'est un vrai sujet et on en parle tout le temps avec Jessica. Jessica, je te propose de garder ce sujet de côté. On prend la question de Nicolas et puis on en parle du podcast en Afrique parce que c'est un vrai sujet. Merci beaucoup. Moi, je me suis toujours posé la question, voilà. Donc, j'y pense vraiment. Et merci, Sinatou, pour l'invitation de Jessica, parce que là, je sais déjà que j'ai écouté tous ces podcasts. Par exemple, l'histoire du fondateur de Africrea, je ne m'étais jamais posé la question, ah ben oui, quelle est son histoire personnelle? Donc, voilà. Déjà, je sais qu'à la fin, j'irai l'écouter directement. So, merci. Merci beaucoup. Trop bien. Nicolas, vas-y, pose ta question. Ok, donc ma question c'est que justement comment trouver des formations, enfin des formations intéressantes pour devenir podcasteur. Donc, moi je suis pas à Abidjan, j'ai raté celle que vous avez organisée, mais est-ce que vous connaissez des liens en ligne ou ce genre de choses pour se former, être sûr d'avoir la meilleure formation possible parce que je viens juste de réaliser que c'est beaucoup de travail technique et je me rendais pas compte avant. Ce que moi je peux faire, c'est peut-être envoyer des ressources à Sinatou. Je ferai un petit mail. J'essaierai de faire un mail d'ici ce soir assez complet peut-être, où j'enverrai tous les liens, tout ce que j'ai utilisé pour me former. Et je pense que j'ai téléchargé des petits guides qui peuvent être sympas aussi, des PDF.
qu'on pourra mettre à disposition, où là, justement, tu as tout pour te former sur la partie technique, sur trouver aussi du contenu, les sujets, comment pouvoir identifier des sujets qui, a priori, pourraient marcher. Donc, ouais, ce que je ferais, c'est peut-être un petit mail avec tous ces aspects un peu techniques. Ouais. Aucun problème. Et puis, de toute façon, on va essayer de le faire un peu plus, de vous partager les bonnes pratiques. Moi, si je dois donner un conseil, alors il y a évidemment, il y a des formations, mais moi, je pense que je fais que des podcasts tout le temps, c'est mon travail. Je pense ce qui m'aide le plus, et ça va paraître basique, c'est d'écouter des podcasts. Vraiment, écouter des podcasts, écouter beaucoup, beaucoup de podcasts et écouter des podcasts différents. Par exemple, en ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts canadiens et donc du coup, n'hésitez pas, il y a des podcasts belges, il y a des podcasts américains, évidemment, si vous parlez l'anglais, mais s'il y a quelque chose qui peut développer, on va dire, vos aptitudes, je ne sais pas ce que tu en penses, Jessica, mais moi, ce qui me permet d'être tout le temps créative, c'est le fait d'écouter les autres, en fait, franchement. Voilà, au-delà de tout ce qu'on peut apprendre de manière, on va dire, pratique, c'est-à-dire savoir monter, savoir écrire pour l'audio, etc. Évidemment, c'est des compétences, mais honnêtement, écouter les autres, c'est vraiment ce qui est le plus important, quoi. Bah, moi, j'ai appris le podcast justement en écoutant des podcasts d'interview. J'essayais de voir quelles étaient leurs techniques en interview. C'était aussi, il y avait des questions que je trouvais pas mal qu'ils posaient, donc je me suis dit, ce serait pas mal aussi que moi je l'implémente dans le mien ou que je le fasse de telle ou telle manière. Donc, ouais, ça a été plutôt ça. Et puis, il y a des podcasts aussi sur la partie technique pour apprendre à faire des podcasts. Donc, il y en a un ou deux qui sont très sympas et qui sont très bien faits et très simples. Merci beaucoup. Et j'ai une deuxième question. En fait, dans mon podcast, je comptais faire un podcast en 2 langues différentes. Est-ce que vous pensez que c'est possible déjà? Parce que vu le nombre de travail que c'est, je pense que c'est possible de faire, par exemple, le même podcast en anglais et en français, etc. C'est possible. La question, c'est surtout quel est le temps dont tu disposes pour faire le podcast. Mais c'est possible. Les podcasteurs, en général, ce qu'ils font, parfois, ils ont des épisodes en français et en anglais. Et tu sais, ils vont te mettre un petit drapeau. Donc, c'est le même épisode qui sort en même temps, mais dans 2 langues différentes. Donc, en fait, tu identifies très bien qu'il est dans 2 langues. Maintenant, il faut pouvoir le réenregistrer ou en fait avoir superposé ta voix pour qu'il y ait une traduction sur ce podcast. Mais je pense que Sinatou pourra peut-être mieux répondre que moi. Non, je pense que oui. Après, tu as évoqué le sujet, hein, c'est une question de temps. En ce moment, avec d'autres gens, on travaille sur le fait, et d'ailleurs Ibrahima qui était avec nous, il fait un podcast en Wolof, et je pense que c'est important qu'il y ait des podcasts pas uniquement en français, qu'il y ait des podcasts en français et en anglais. Il faut juste savoir que l'audience anglophone est une audience très, très éduquée. C'est-à-dire que les podcasts en anglais, le niveau est très, très élevé. Donc, c'est difficile de se démarquer. Par exemple, moi, quand j'écoute les podcasts en anglais, je suis juste bluffée par le niveau. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui me déçoivent dans la traduction. Par exemple, le podcast La Poudre, à un moment, ils ont essayé de faire 2 versions. Et en fait, moi, j'étais un peu déçue parce que quand j'écoute les podcasts anglais, je me dis, mais en fait, on est très, très loin du résultat qu'on a l'habitude d'obtenir. Donc, oui, c'est une audience beaucoup plus large, mais c'est une audience qui est exigeante. Et donc, il faut savoir dans quoi on met les pieds, quoi. Okay. Merci beaucoup. De rien. Alors oui, donc parlons rapidement, on a exposé le temps et c'est dommage parce que j'aime bien quand on dit aux gens on va faire 1h30, comme ça ils savent qu'après ils peuvent caler d'autres rendez-vous. Mais là, c'était vraiment intéressant, mais on a perdu certaines personnes en cours de route, c'est pas grave. On va prendre un peu de temps, ça fait longtemps qu'on en parle, depuis je pense, ça fait au moins 1 an et demi qu'on en parle du podcast en Afrique francophone, etc. Et de comment est-ce qu'on crée des habitudes. On a évoqué plein de pistes ensemble, on en a encore parlé à Abidjan sur l'intérêt des radios, comment est-ce qu'on intègre un peu plus ces radios. Je ne sais pas si tu as avancé d'ailleurs sur la réflexion. Moi, c'est un sujet qui reste toujours ouvert dans mon esprit. Je pense, en tout cas pour ma part, que c'est un travail d'éducation à faire pas à pas, c'est-à-dire que voilà, créer un festival, créer des formations, créer des conversations entre nous
permettre aux gens de découvrir des podcasteurs africains parce qu'ils ne les connaissent pas. Et puis, voilà, créer ces communautés-là, se dire aussi que chacun d'entre nous, on est ambassadeur de podcasts, c'est-à-dire parler des podcasts dans nos réseaux. Donc, même si on n'est pas très nombreux sur le continent à écouter des podcasts, même si, bon, il n'y a pas réellement d'études, mais bon, partons du fait qu'on n'est pas très nombreux, la question est de savoir de quelle manière nous-mêmes, on parle de podcasts à nos amis, à nos parents, à notre réseau, comment est-ce qu'on le diffuse auprès de nos amis qui sont, eux, sur le continent. Je pense que ça, c'est un bon moyen de faire grandir, en tout cas, cette pratique-là. Après, honnêtement, moi, je vois ça comme quelque chose qui va se développer aussi avec le coût de la connexion Internet qui va devenir de plus en plus accessible. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas. Mais en attendant, il ne faut pas non plus se dire que si je ne touche pas on va dire les Africains en Afrique, ce n'est pas grave. Non, les Africains, ils sont partout aujourd'hui. Et puis, tout à l'heure, tu as soulevé une question qui était quand même très intéressante, Jessica, c'est la question des sujets, en fait. Et du coup, je te balance la pomme comme ça pour que tu développes un peu plus sur le sujet. Mais ouais, mon avis, il est qu'il faut être patient, il faut qu'on continue de travailler en tant qu'acteur de cet écosystème-là. Il faut qu'on continue de construire un peu tout ça. Il faut qu'il y ait de plus en plus de podcasts et c'est pour ça que nous, on a fait cette formation. Plus il y a des podcasts, plus les gens vont trouver leur compte, en fait. Et plus ils vont développer cette pratique-là et en écouter, en recommander, etc. Bref, vaste sujet. C'est exactement ce que tu disais. Il faut que l'offre se développe, qu'il y ait beaucoup plus de choix pour que les gens se disent je vais commencer à m'y mettre, à écouter du podcast. Ça va passer par le contenu qui est disponible. Et je pense et ça, je t'en parlais un peu, Sinatou, mais je pense aussi que ce qui doit se passer, c'est qu'il faut qu'il y ait des acteurs suffisamment forts pour se dire, par exemple ici, les radios qui font des contenus qui plaisent beaucoup aux gens, ne mettent pas à disposition de replay, ne sont pas sur les plateformes de podcast ou très peu. Tu as Africa Radio, mais ils sont uniquement sur leur appli. Moi, je crois que j'avais parlé à quelqu'un qui travaille là-bas et j'avais dit c'est dommage en fait que Africa Radio, on retrouve pas, je sais pas si, peut-être j'ai pas cherché, mais par exemple, Nguemadong, ces émissions, elles sont cultes. Pourquoi est-ce qu'on les retrouverait pas justement sur les podcasts? Je suis sûre que tout le monde écouterait et que ce serait qu'il y aurait énormément d'écoute. Donc moi, mon avis, c'est l'offre, effectivement, il faut qu'elle se développe, mais je pense qu'avant que l'offre de podcasteurs indépendants se développe, il faudrait qu'il y ait des radios qui mettent à disposition leur contenu sur ces plateformes. Ça va amener beaucoup plus de gens et c'est là, en fait, que cette audience-là va commencer à s'intéresser aux autres podcasts. C'est ce qui s'est passé dans plein de pays. C'est parce que des radios ont commencé à mettre leur contenu sur les plateformes de podcast qu'en fait, il y a pu y avoir une émergence de podcasteurs indépendants. Et c'est ce qui doit se passer ici, je pense. Je ne pense pas que ça va être drivé par les podcasteurs, mais ça, c'est mon avis. Je ne pense pas que ça va être drivé par les podcasteurs indépendants. Il faudrait que des radios s'y mettent pour que nous, on ait, entre guillemets, un vivier d'audience. Parce que ce sont les radios qui vont convertir, je pense. Et nous, on va proposer des contenus. Ils vont dire « Ah, je trouve vraiment des choses sympas sur les podcasts en Afrique francophone, par exemple. » Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis ça passe par le contenu. Je pense que oui, il faut savoir, faut qu'on sache se vendre aussi. Tu prends l'extrait le plus sexy pour que les gens aient envie de venir t'écouter. Enfin, voilà, c'est plein de petites mécaniques, je pense, comme ça aussi qu'il faut essayer de mettre en place, faire plein de tests. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien faire et je veux tester, donc je le partage en même temps. J'aimerais me mettre sur TikTok parce que TikTok, ça m'a l'air absolument génial pour faire découvrir du podcast. Par exemple, il y a un podcast qui s'appelle 20 VC, donc sur les fonds d'investissement. Et c'est un mec qui travaille dans un fonds d'investissement, je crois, qui interviewe donc des fondateurs de boîtes de la tech, mais pas des startups, des grosses boîtes de la tech en général qui sont bien assises, genre le cofondateur d'UpSpot et tout. Et en fait, il prend des extraits et on n'est pas sur des sujets hyper techniques. Il va, par exemple, te parler de la culture d'entreprise, de choses qui peuvent parler finalement à tout le monde. Et en général, tu te dis, OK, la vidéo est pas mal, je vais commencer à m'y mettre. Et c'est pour ça que la question du podcast filmé est super intéressante. Je pense que si on veut faire découvrir le podcast,
faut le rendre peut-être plus sexy, c'est-à-dire faire du podcast filmé et peut-être être sur des nouvelles plateformes où la découvrabilité de ton podcast va être renforcée, comme TikTok par exemple. Parce que TikTok, il n'y a pas que des jeunes, il y a vraiment tous les âges et je pense qu'il y a… Et en fait, on peut tomber vraiment sur son audience en allant sur ce réseau social-là. Bon, c'est peut-être un peu… Non, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu aurais des podcasts à recommander? Qu'est-ce que tu as écouté de bien en ce moment d'ailleurs? Qu'est-ce que j'ai écouté de bien? En ce moment, j'écoute pas énormément. Enfin, j'écoute mes podcasts habituels, mais qu'est-ce que j'ai écouté en ce moment? Il y a 20 VC dont je parlais, donc c'est le chiffre 20 et VC. Il y a Gare de Business qui est génial. Il y a Gatemery aussi que je recommande, donc de Hungersar, et Choose Your Mentor de Malik Diabaté. Voilà. Okay. C'est un peu mes podcasts que j'écoute énormément. Ta musique d'intro est-elle libre de droit ou l'as-tu faite faire spécialement pour ton podcast? Alors, elle est libre de droit, mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si par exemple, je commence à monétiser, il va falloir que je change de musique. Donc, en fait, si je commence à commercialiser, je ne pourrais pas utiliser cette musique-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé un changement d'identité visuelle, mais j'aimerais bien évoluer vers un changement d'identité sonore. Donc, si un jour vous voyez que la musique a changé, c'est que j'ai commencé à peut-être avoir des intentions de le sponsoriser ou que je vais vraiment m'y mettre. Donc oui, la musique, il faut faire vraiment attention. Moi, je vous recommande d'acheter votre musique dès le départ pour être tranquille. Je n'avais pas forcément envie de le faire, j'avais envie de tester le format. Je ne savais pas si j'allais continuer dans 6 mois. Il se trouve que oui, donc oui, je pense qu'il vaut mieux acheter sa musique. La mienne, elle n'est pas vraiment libre de droit. Ok. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis obligée de… Combien, du coup? Pardon? Tu l'as acheté à combien environ? Je ne l'ai pas acheté. En fait, justement, c'est pour ça que je suis obligée de citer à chaque fois l'auteur de cette musique pour ne pas avoir de problème. Mais par contre, il faudra que j'ai ma musique. Donc, soit je la fais composer ou soit je l'achète avec des licences bien spécifiques. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y aurait tellement de choses à parler. Peut-être qu'on te réinvitera, tiens, de la question du visuel, parce que pour moi, c'est vraiment hyper important et tu as fait un super travail dernièrement sur le visuel. Mais voilà, en tout cas, s'il y en a parmi vous qui ont, on va dire, qui ont des projets de podcast qu'ils souhaitent développer, n'hésitez pas à nous dire. On va peut-être, c'est une idée que je viens d'avoir, mais on va peut-être faire un petit groupe ensemble pour se motiver tous ensemble et développer vos podcasts. Enfin, il faut qu'on réfléchisse. Là, je réfléchis un peu à haute voix, mais ça pourrait être cool. Je pense que voilà. Écoutez, moi, ce serait top. Hein. Ouais. En tout cas, franchement, c'était hyper riche. Je pense que la promesse est tenue, clairement. Merci beaucoup, 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 Jessica. Évidemment, je m'attendais à ce que tu sois aussi généreuse. C'est pour ça qu'on t'a invitée dans cette première conversation. Là, je pense que la barre est haute pour les prochaines conversations, notamment celle de dimanche prochain aussi. Mais en tout cas, merci à tous. On en a perdu certains en cours de route, mais merci à tous d'avoir pris 2 heures, oui, presque 2 heures de votre temps pour écouter Jessica et pour nous écouter échanger sur les coulisses de son podcast. Continuez à écouter des podcasts. Qu'est-ce que j'écoute dernièrement? Donc, du coup, je disais que j'écoutais pas mal de balados, comme ils disent ici, de balados. Qu'est-ce que tu as découvert au Québec? Ouais, alors, j'ai découvert en ce moment, aujourd'hui, j'ai écouté plus une émission de replay de Radio France qui s'appelle Totémique. Bon, bref, c'est une nouvelle émission. J'ai écouté, il y a une… Ah oui, oui, super intéressant. Sur Audio, donc Audio, c'est l'application de podcast de Radio-Canada. Il y a plein de podcasts. Donc d'ailleurs, téléchargez cette application parce qu'il y a plein de choses. Il y a un podcast qui s'appelle Tombé sur Michel Brûlé. Michel Brûlé, c'est un gros éditeur ici au Canada. Qui est décédé, mais qui a été accusé de viol, etc. Donc, c'est un super podcast. Il y a un autre qui s'appelle Le Country des Martels qui vient juste de sortir. Enfin, plein de projets, de sujets différents sur Audio. Donc, n'hésitez pas à aller écouter.
tout ce qu'ils font, et puis écouter Totémique aussi, et puis écouter tous les podcasts. Il y en a beaucoup, hein, franchement, il y en a quand même plein. Si vous avez besoin de recommandations, moi, je peux partager ma liste d'écoute, mais des fois, je me demande si un jour, j'arriverai au bout, tellement c'est long. Mais Et je puis, pense qu'on fera un petit texte. Moi, je ferai un petit topo. Comme ça, on aura toutes nos recos. Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, merci beaucoup, Sinatou, pour tes questions, pour la conversation et franchement pour tout le monde. Bon, on en a perdu quelques-uns, mais vraiment, je ne m'attendais pas à autant de participation, de questions. Donc écoute, ultra contente. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver pour le festival. Mais oui, on va vous donner des infos un peu plus tard. Mais soyez connectés et puis ce sera aussi le moment de continuer à échanger, d'écouter. On n'a pas beaucoup écouté, je trouve. On a écouté quelques secondes en tout début. Mais en tout cas, oui, Héloïse, ce serait un plaisir de te rencontrer à Montréal, étant donné que je suis encore pour quelques jours. Donc, je ne sais pas comment on va faire d'ailleurs. Écoute, Héloïse, reste dans la conversation, comme ça, je te partage mes coordonnées. Et puis, à tous, merci. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du lieu où vous êtes. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour ceux qui souhaitent écouter notre prochain invité. Prenez soin de vous, prenez soin de vos oreilles et prenez soin de vos podcasts si vous en faites déjà. Prenez soin de vos projets de podcasts. Merci, Sinatou. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao.